Bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, c'est émission spéciale. C'est pas l'épisode 4 pour ceux qui suivent, il viendra derrière. Émission spéciale parce qu'on va parler de la build de Microsoft. Et pour cela, on a la chance d'avoir des nouveaux petits copains autour de la table. Donc je vais me permettre de les présenter. Gaël, pour représenter la partie M365, Modern Workplace, nos outils de productivité du quotidien. On a Christian, le roi de la data. Merci de m'avoir intégré dans ce petit cercle. Ouais, voilà, on l'a pris dans le couloir, Christian, on lui a dit viens avec nous, t'as pas eu le choix, on le sait tous. Je l'ai su quelques secondes avant. Quelques secondes avant, et c'est ça qui est beau. Et Sharaf, qui est là pour parler de quoi ? La partie Azure. La partie Azure, la partie .NET, tout ce qui est code. Donc comme ça, on a une belle représentation, on va dire, du monde de la data, du low-code, de Romain et Benjamin avec la partie Power BI qui est habituellement représentée. Alors, pour commencer, on va peut-être vous expliquer qu'est-ce que la build et pourquoi c'est un épisode spécial. C'est parce qu'aujourd'hui, c'était la grande messe, et c'est toujours la grande messe de Microsoft qui dure sur 3 jours. C'est une fois par an, toujours à la même période. C'est un événement plutôt orienté public technique. Et c'est là où on a toutes les nouveautés de l'année, même si on sait que Microsoft a beaucoup distillé d'infos avec OpenAI, etc. C'est là où sort notamment ce qu'on appelle le Book of News. Donc c'est le gros catalogue des un peu plus de 50 nouveautés ils ont annoncé cette année de tout ce qu'on va voir arriver et un peu la stratégie d'Azure. Pourquoi c'est un épisode spécial ? C'est qu'on vient de finir la keynote il y a une demi-heure, donc on est à chaud. Il est possible qu'on évoque des sujets de manière un peu incomplète parce qu'on sait que ça va poursuivre pendant 2 jours. Mais globalement, on a compris les grosses tendances et le but, ça va être de parler d'un peu tout ce qui s'est dit. Donc en substance, on va avoir de gros sujets côté data. On va évoquer un nouveau produit que personne ne connaît, c'est la fabrique. On ne sait pas ce qu'on va fabriquer, mais Christian va nous en dire plus. On va fabriquer des choses. On va fabriquer beaucoup de choses, a priori. Microsoft fabrique. Ça fait nom de boîte de nuit, quand même, c'est la ça, fabrique. Ouais, ou Charlie et la chocolaterie. On ne sait pas trop, mais... C'est boîte de nuit des années 80. Des années 80. Ouais, ça, c'est Romain. Après, on va aller sur la partie Power BI, qui est liée de près, de loin à la fabrique. On va voir le petit côté Bob Marley du jour, c'est ça ? T'as une petite chanson, je crois. One Lake, One Cloud. Voilà, ça. Exactement. On ira tout de suite sur la partie Apps Azure. On a du copilote, bon ça on en parle depuis longtemps, mais on va voir pourquoi Shara va changer de métier. Tu vas devenir plugins développeur, c'est ça ? Exactement. Et ensuite, les plugins seront directement chez Gaël, on les retrouvera dans la partie M365. Peut-être même Windows, qui va devenir intelligent. On espère. On espère, en tout cas, on a vu plein de belles choses. Et pour finir, alors c'est un peu moins l'émission low code, mais il y en a quand même. Il y en a beaucoup eu cette année. Et on va voir pourquoi Romain, le roi du low code, va se mettre au SQL. Et ça, j'en dis pas plus. Langage du futur. Le langage du futur, exactement. On commence tout de suite. Donc, n'oubliez pas aussi de suivre la chaîne, de vous abonner. Il y en a toujours plus après chaque épisode et on en est ravis. C'est pour ça qu'on continue. Il y aura un épisode 4, il y aura un épisode 5, il y aura des invités. Donc, suivez bien la chaîne. On est sur YouTube, c'est relayé sur LinkedIn. Vous pouvez l'écouter en podcast. On vous a déjà dit que si vous n'aimez pas nos têtes, vous pouvez écouter nos voix. Je ne sais pas si c'est mieux. Je sais pas si mais c'est il y a l'option Spotify dans la voiture. Et on va démarrer du coup avec la partie data. Christian, en quelques mots, qu'est-ce que tu as compris ? C'est quoi Qu'est-ce que j'ai compris ? Microsoft Fabric ? J'espère avoir compris toutes les personnes qui ont suivi ce keynote. Donc toute la partie fabrique déjà, ce que j'ai bien retenu, c'est que on part sur toute une plateforme data unifiée en mode SaaS, avec beaucoup plus de complémentarité entre la data vise, Power BI et toute la partie data. Quand je parle de data, c'est la data ingestion, c'est la data engineering, la data l'entreposage. Donc la première info, c'est que c'est la plateforme data de Microsoft. On parlait jusqu'à maintenant du Microsoft Intelligent Cloud ou Data Intelligence, il y a eu plein de noms sur les derniers mois, on ne savait plus trop sur quel pied danser. C'est notre nouvelle plateforme de données C'est bien ça, ouais. de l'écosystème Azure. Qui reprend un peu, on avait à l'époque le mode pass avec du Synapse, du SQL Database, du Data Factory, là avec du Azure Machine Learning, Data Explorer. C'était la grosse boîte à outils, voilà. On avait plein de services. Ce qui était bien, c'est qu'on pouvait un peu sélectionner ce qu'on avait besoin. Là, au moins, on a tous ces services de disponibles. Libre à nous de les utiliser ou pas, mais en tout cas, tout est interconnecté. C'est ça. Donc aujourd'hui, le premier point que tu retiens, c'est le côté
unifié. Unifié. C'est-à-dire qu'on change la logique de Microsoft Azure. C'est Azure, c'est du as a service. On sort d'Azure quand même. On sort d'Azure. Et on revient à la maison. Alors, c'est ça qu'on va voir, exactement. On sort d'Azure et on perd le côté de je me pose la question, oui, j'ai envie de Data Factory, mais pas de celui-là. Ouais. Là, tu prends le package, tu as Là, il y Microsoft a déjà un Fabric. package déjà défini. C'est ça. Après, libre à nous de sélectionner ce qu'on veut utiliser. Ok. Si les personnes, justement, le but c'est aussi de faire intervenir un peu tout type de profil, que ce soit un pur développeur, quelqu'un qui aime bien le low-code, comme on sait le faire avec Data Factory, Dataflow, mais aussi toute la partie business aussi, Ok. métier, et les utilisateurs que t'as métiers peuvent intervenir un peu sur T'as cette dit on plateforme. sort d'Azure. Pourquoi t'as dit ça? On sort d'Azure parce que on verra que l'interface, on n'a plus le bleu d'Azure dans l'interface. Ok. Donc on change d'interface. On n'est plus dans le Ouais. portail Azure tel qu'on le Pas du faisait. Et on se rapproche beaucoup plus de Power BI avec du jaune. Il n'y a plus tant que ça en plus. Exactement. Donc pour moi, Power BI c'est le jaune. Ouais, mais- Jaune orangé. Donc ça, c'est la grosse info quand même. C'est parce que ça va être dur à suivre. Il y a beaucoup de nouveaux noms. Microsoft Fabric, c'est un peu à la fois la nouvelle plateforme de données qui comprend du Data Factory, la partie machine learning de Synapse, Ouais. le Synapse entrepôt de données. C'est ça. Le data engineering avec toute la partie pipeline, etc. Transformation. Et puis on a toute la partie streaming avec le Data Explorer. Exactement. Donc Azure Data Explorer qui depuis un an est vachement poussé côté Microsoft, maintenant disparaît en tant que service unique et complètement rapatrié dans la plateforme. Le deuxième point que tu as cité, c'est la partie interface qui change, qui est globalement comme l'espace de travail Power BI, mais Pour avec moi, une ça couleur change pas. différente. Pour moi, C'est ça. change rien. Donc on vient sur une ambiance portail Ouais. Oui. et SaaS, pardon. SaaS, ouais. Ça, c'est exactement. C'est C'est surtout ça le ouais, grand SaaS. changement. C'est qu'on n'est plus dans le côté boîte à outils, j'intègre mes services pour réfléchir au type d'architecture que je veux. C'est ça. C'est j'arrive sur mon portail, ma data platform, Je peux tout faire. où je peux tout faire. Un peu Libre philosophie à moi- Snowflake. libre à moi pour de ceux qui... choisir ce que je veux faire. Exactement, libre à moi, mais tout est là, c'est prêt, j'ai pas à réfléchir à déployer une architecture en fait, c'est ça. C'est bien ça, oui. Donc dans l'équipe data platform, on est foutu chez nous. On a encore des petites choses à, Voilà, non, ouais, à c'est faire, mais c'est vrai que toute Oui, la une partie logique. déploiement, c'est vrai qu'on, par contre, on y gagne du temps sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'avant, sur beaucoup de projets, il y avait quand même une grosse phase de conception de l'architecture. Calage. Là, on a déjà toute une De plateforme. provisionnement et Voilà. tout, là. T'as tout qui marche. Ouais. On a tout qui arrive et tout qui marche d'un coup. Et- Après, par contre, la question qu'on se pose, c'est en termes de sécurité. Derrière un outil SaaS, on se pose toujours des questions dessus. C'est ça. Ouais, comment ça par se rapport- gère, comment ça se Par rapport à paramètre. une connexion à des données privées et qu'on veut sécuriser, comment sécuriser tout cet environnement, tout cet Alors écosystème. j'imagine que Microsoft aura des réponses là-dessus, mais c'est ça que tu dis. Voilà, c'est que c'est sur les dernières années, à l'issue de cette annonce, c'est la question qu'on se pose. sur les dernières années, Ouais. on nous a beaucoup demandé, notamment avec la partie Azure, de monter des infrastructures sécurisées C'est ça, avec autour le de nos data plateformes. et tout ça. Là, tu es comme sur Power BI, c'est Ouais, du mais SaaS, c'est et ça. c'est ce qui fait peur souvent aux clients très sécurisés. Mais c'est la question que je me pose. Je sais on a des niveaux de sécurisation au niveau de Power BI via le portail d'administration. Est-ce que ce portail d'administration qui commence déjà à s'étoffer parce que justement la nouvelle fonctionnalité vient d'arriver dedans, est-ce qu'il va pas encore plus s'étoffer pour permettre un niveau d'administration plus que tant au Côté niveau infra, rapport, infra- mais au niveau justement de tout ce qu'on a Infra- rajouté en avec mode le low-code. Lakehouse, le Data Warehouse, toutes ces choses-là. Donc à voir comment ça va évoluer. Forcément, ça évoluera à ce niveau-là Donc, parce qu'il y aura Si, des si questions. on continue pour reprendre le cheminement de Ouais. ce qu'est Microsoft Fabrics, c'est unifié, c'est SaaS, C'est bien c'est ça. une nouvelle expérience du coup en mode portail comme Power BI. C'est Qu'est-ce ça. qu'on a d'autre dans la philosophie? Sur ce premier point, je pense qu'on a fait le tour. Après, C'est quoi l'architecture qu'il y a derrière? Parce que quand tu dis on n'a plus de déploiement, pendant longtemps quand on fait de la data platform, on se pose toute l'année la question, est-ce qu'on va sur de l'entrepôt de données? Est-ce qu'on va sur du lakehouse? Est-ce qu'on va sur du data mesh? Les clients sont un peu perdus, globalement, enfin tous les utilisateurs sont perdus. Aujourd'hui, c'est parler, quoi la ouais, tendance là qui est... Avant de parler de l'architecture, il y a aussi cette facilité en termes d'administration, je dirais. Ok. C'est que c'est vrai qu'il y avait quand même une réflexion sur la puissance dont on a besoin de provisionner au niveau des requêtes qu'on va lancer. Donc il y avait quand même toute cette phase de préparation au niveau du compute. Là, il y a toute la partie auto-scaling. Tout est transparent pour l'utilisateur. Donc derrière, il s'auto-ajuste en fonction des requêtes qu'il va réceptionner. C'est ça. Et il va ajuster et allouer la Oui. puissance Il nécessaire. faudra voir en termes de coût.
Oui, mais Voilà. aujourd'hui, si tu c'était payes à un- Zugo d'ailleurs, ça il faut qu'on C'est le pour précise. ça que, ouais. Aujourd'hui, c'était quand même un peu l'inverse, c'est que souvent, en effet, les utilisateurs partaient sur le plus bas en termes de dimensionnement du data warehouse parce que Ouais. on se disait On qu'on n'avait pas cette besoin. maîtrise encore. Ouais. Rapidement, tu étais limité, même si tu avais pris le moins cher. Là, on est sur quelque chose qui est au plus proche de l'usage. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, donc on y gagne du temps, c'est-à-dire qu'une personne qui ne maîtrise pas forcément, il y a quand même ce côté un peu administrateur de base de données. Là, on n'a pas besoin d'avoir cette connaissance pour pouvoir commencer à utiliser ces outils. Oui. Tu vois, moi, là, tu t'as dit à un moment, on n'est plus forcément le super expert sur certains des points. Et moi, quand j'ai vu le produit, qu'on a vu un peu qui tourne, etc., moi, j'ai ressenti quelque chose qui m'a rappelé mes débuts dans l'informatique, quand j'ai vu, il y a 15-20 ans, le premier SQL Manager, qui était ça, le premier outil. Et alors, moi, j'étais tout piou-piou, je connaissais pas grand-chose en informatique, j'étais à l'école, tout ça, et je lance un SQL Manager, et même si j'étais en plus un profil développeur, j'ai tout de suite compris et j'ai réussi à m'en sortir. Et en fait, moi, avec mon regard externe, j'ai vu là, cet outil, j'ai eu ce même sentiment. Et j'étais content parce que Satya Nadella, il dit, comme SQL Manager a révolutionné une partie du monde de l'informatique pour les personnels techniques, il nous tease en nous disant, et là, c'est pareil, ça va révolutionner le monde. Et en fait, là, je suis d'accord, parce que moi, j'ai vu le truc, j'ai compris tous les boutons, j'ai compris ce qui se passe. Alors, bien sûr, je me doute, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, il faut être admin, il faut être archi, mais c'est un sentiment sur un outil, en tout cas, sur un outil Microsoft, moi qui ne suis pas expert data, avec mon regard un peu moins expert, Une vision plus low-code, plus métier. Non, mais je ne me suis pas senti perdu, et c'est ce que j'avais aimé dans l'univers Microsoft il y a 20 ans quand je m'y suis mis, un peu moins. Et là, je viens de retrouver ça, et c'est cool. Non, mais tu as bien fait. C'est ce que Nadella disait, c'est le même impact que le SQL Manager côté data. Après, moi j'ai le warning du oubliez pas que Power BI à la base c'est aussi pour du self-service et compagnie. Si on met à disposition à des utilisateurs métiers qui sont montés un peu en compétence sur Power BI, tout ce qui est data warehouse, lakehouse, on va rigoler un petit peu rigoler en termes de gouvernance. On pourra voir comment ça se gouverne derrière. Mais moi je t'ai dit, tu vois, avec un regard de l'époque de développeur, pour pas avec un regard de business mais métier. tout devient dans le même espace de travail. Donc C'est on ça. a notre Power BI, notre lakehouse, notre data warehouse. Il va falloir voir comment En gestion des droits. des droits, comment le côté Justement, self-service peut continuer à vivre. Ça, c'est ce qui te faisait peur tout de suite, Ouais, la gouvernance gestion de des dire. droits, déjà, on se dit, il y a pas mal de services, gestion de la donnée, l'IA, le streaming, etc. Mais comment, là où j'ai des questions, c'est comment on peut désactiver, activer. Je dis pas désactiver, mais je veux dire cacher un peu ces applications On à ne peut pas certains les supprimer utilisateurs. pour info. En tout cas, on peut pas les supprimer. Là, C'est ça l'info, c'est qu'on sort de On la l'a- keynote, ouais. mais tu étais déjà en test, comme les premiers articles sont sortis un peu avant. Ouais. Sur la preview est On l'a disponible, activé chez on nous. peut Il l'activer. faut l'activer, c'est l'administrateur Power BI qui peut l'activer. Sinon, par défaut, de toute façon, elle sera activée le 1er juillet. Oui, on verra. De toute Donc façon, tu as on sait déjà que- testé un peu, en effet, on retrouve, donc c'est la philosophie un peu, enfin lui à la Teams, on a les Ouais. apps sur les Les côtés, applications qu'on ajoute. voilà, on va et- voir Pipeline, on va voir le fameux One Lake, ou le Data Hub, non, c'est ça qu'il appelle, le Data Hub, et du coup qui se retrouve comme ça. La gouvernance t'a fait peur Ouais. de te dire, ok, c'est quand même le sujet, ségrégation des droits, comment on gère les rôles, là on va Justement, mélanger, on va aborder un peu comme le tu sujet dis, les gens avec très ça métiers de là-dedans, Power BI avec les profils techniques dans la même interface, il faut que ce soit Il prévu. va falloir qu'on voit. Pour l'instant, de ce que je vois, j'ai pas l'impression que ce soit. Ça va peut-être être plutôt des espaces de travail, plus pour les techniques, et sur lesquels on C'est branchera des rapports pour les Alors, métiers. il y a un petit- Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu vraiment de l'extérieur quand je vous dis de retrouver. D'ailleurs, c'est pour ça que Satya a dit l'expérience SQL Manager. Le sous-entendu. Si Satya a dit. Non, mais c'est Satya a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que si lui, il a pas comparé ça à la self-service de Power BI Desktop, il a comparé ça à SQL Manager. Au management de l'entreprise, ouais. Et je pense que du coup, ça s'adresse à du personnel technique et peut-être élargir le personnel technique qui va pouvoir y accéder. Par contre, la gouvernance, la sécurité, étant côté low-code, on voit comment Microsoft est devenu très mature et très réactif. Moi, Ouais, mais là, il y a quand aucun même doute. toute une réflexion Oui, mais à avoir. Quand même. j'ai aucun doute que Microsoft va. On est sur la keynote. Je Ouais. pense que j'ai aucun doute sur le fait Oui, qu'il va y qu'ils avoir vont tout ce qu'il faut. Microsoft est Ouais. comme devenu très Alors, mature. et d'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que à peine les premiers articles sont sortis, la doc est déjà extrêmement Ouais. disponible, Oui. les articles de blog. Et d'ailleurs, c'est un point que je voulais partager parce que nous, on l'attendait depuis longtemps cette version. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, quand Microsoft sort Synapse, Ouais. qui est le nouveau nom du SQL Data Warehouse, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le SQL Data Warehouse, ils ont rajouté quelques fonctionnalités pour faire du Spark, un peu d'IA, Ouais, c'est et ça. ils ont dit, bon, c'est la moderne data platform. C'est à peu près ça l'histoire. Et le serverless qui était Ouais, arrivé c'est ça, ouais. globalement. Par contre, à l'époque, déjà dans les slides, il disait il y a la génération 3 qui arrive
qui sera radicalement différente. Et en fait, c'est cette génération 3. Et pourquoi elle est importante pour Microsoft? C'est que sur le marché, c'est qui les concurrents aujourd'hui? C'est Databricks, Snowflake. qui a un énorme succès, qui a une belle communauté, mais qui est aujourd'hui plus sur la partie Big Data AI et streaming de données. Ils sont très forts là-dessus, il y a de la puissance. Il intègre Moins avec, BI, ouais. ouais, exactement. Et par contre, qui a un très bon environnement collaboratif. Et Snowflake, qui C'est lui ça, est plus côté BI, entrepôt de données, et qui a fait son succès sur le côté cloud native, c'est-à-dire qu'ils ont été construits pour le cloud. C'est pas un moteur SQL porté historique. Et une interface et une UX très compréhensible. Ouais. Ça, il paraît que Facile en à démo, administrer. voilà, facile à Justement, ce administrer. côté facile d'administration, ils l'ont. Enfin, Donc là, ils essaient c'est de censé concurrencer concurrencer Snowflake. enfin, un peu ces acteurs-là avec une version full portail cloud, beaucoup plus facile d'accès, facile à déployer et sans redondance de données aussi. Tu n'as pas un sujet comme c'est ça, je ça, crois oui. Oui. Il y a aussi l'objectif aussi, c'est on en parlera après, mais pour revenir juste par rapport à Snowflake et Databricks, justement cette partie Lakehouse, c'est quand même le cœur de de la nouvelle plateforme. cette nouvelle plateforme. Le Lakehouse, c'est ce qui va venir assez. C'est ça. Donc ça, c'est fréquemment. on a parlé de déploiement simplifié. Avant, on se posait la question de quelle architecture on choisissait pour notre plateforme, hein, globalement. Voilà, il est autour Et des cours. depuis quelques temps, poussé par Databricks, on a ce fameux Lakehouse. C'est-à-dire que j'ai mon data lake qui est central avec toute la donnée de l'entreprise, la source de vérité est ici, et du coup je vais y amener des vues globalement métier, où qu'elles soient, portées par le serverless par exemple. Et là du coup Microsoft a l'air d'orienter principalement cette architecture en disant l'entrepôt est disponible mais on oublie l'entrepôt. Ouais. Aujourd'hui c'est la vision One Lake, C'est ça, donc ouais. c'est ce fameux One C'est Lake. l'équivalent One du Lake, OneDrive, le fameux. OneDrive de la data. Exactement. C'est-à-dire qu'on a ce socle One Lake qui va servir tous les services dont on a parlé, la partie engineering, IA et la partie Explorer. Et Power BI pour s'en Alors servir, ça on c'est verra. surprenant d'ailleurs, pour côté Modern Workplace, le OneDrive de la data. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde connaît OneDrive, on voit très bien ce que ça apporte d'ailleurs en data sharing, le fait de partager, et Microsoft annonce le nouveau service en disant c'est le OneDrive de la data. C'est quoi l'image de OneDrive en Modern Workplace? C'est un outil au quotidien, c'est un outil, je pense qu'on ne peut pas se passer en fait de Donc notre c'est plutôt OneDrive. rassurant, C'est très rassurant. c'est positif. C'est un peu notre backup de notre ordinateur, hein, au cas où Ils ça n'ont pas dit le plante. SharePoint de la data quoi. Non. Oh, c'est méchant. Ah, c'est Même si c'est vilain. un techno. Par contre, sur la partie OneDrive, il y a aussi ce côté un peu tout le monde peut être administrateur. C'est-à-dire que chacun peut Partager. administrer un peu les Ça. répertoires dont il souhaite, les données C'est dont ça. il souhaite. Et c'est cette question qu'il faut se poser Qui va aussi, falloir c'est se poser en gouvernance. au niveau de la gouvernance, Mm. comment bien avoir une conception en amont pour s'assurer que tout le monde n'accède pas à tout. Alors, et c'est ce qui n'est pas anodin je crois, hein, C'est ce que dans tu ce qu'on a vu en vidéo. Bah, c'est ça avec les C'est rôles. qu'en termes d'usage de OneDrive, on s'en rapproche un peu. C'est-à-dire que on va vers du data sharing. Comme moi aujourd'hui, je te partage un PowerPoint Oui. via un lien. Bah, là, il y a un système de lien qui est mis en place où il n'y aura pas de duplication de données. Je vais Ouais. pointer vers la table que je souhaite te partager ou le répertoire C'est que ça, je ouais. souhaite te partager. Et comme un OneDrive, finalement, je te dirais, tu veux y avoir accès, C'est ça. je te donne un accès. Et cette Non, approche-là, c'est l'approche. écriture. Donc, Ouais, Et mais cette ce qui- approche, Après, certainement, tu as le droit, comme j'imagine, comme dans PowerPoint, tu auras le droit de dire ce que tu as le droit de faire dessus, Exactement. j'imagine. Exactement, Et ouais. cette approche, c'est un peu l'approche data mesh. C'est-à-dire que au lieu de dupliquer les données d'un service comme le marketing qui peut servir la direction finance, il y a ce partage de données qui a été déjà calculé par la direction marketing qui sera servi pour la direction finance, Et par tu, exemple. tu vas réduire les problèmes de duplication de données. Mais moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à ouvrir les portes aussi à un peu le digital next gen, au sens où on le sait que le fichier, la réflexion fichier et dossier est aujourd'hui un des éléments qui freinent l'évolution de l'informatique, parce qu'on est obligé de tout réfléchir et de tout penser fichier, dossier. Et en fait, ce OneDrive de data, il ouvre une petite porte vers peut-être qu'on n'a plus besoin un jour de fichiers en tant que tel, et qu'on est sur la vie de la data partagée. Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'ils ont envie de penser à une révolution avec ce qu'ils ont fait, parce que c'est peut-être le début du chemin vers on vit dans un monde de data partagée et plus de fichiers En tout cas, partagés. c'est Et vraiment. ça, c'est le point qui est assez intéressant parce que il propose aussi des fonctionnalités comme croiser un Data Fabric avec un Microsoft Fabric avec un autre Microsoft Fabric
juste parce que vous avez un OneLake, vous pouvez les croiser les données via une requête SQL, le Mais- fameux langage SQL. Mais est-ce que c'est pas... Alors, je vais faire un peu mon troll, mais est-ce qu'en vrai, ça serait pas ça, le vrai métaverse? En vrai. Arrête avec ton métaverse, on te l'a déjà dit. Là, tu trolls. Oui, je troll un petit peu. Là, c'est du troll. Attention, on surtout, avait dit non. surtout qu'on sait mon point de vue sur le métaverse. Exactement. Mais c'est un peu du Et troll, Gaël en aura un peu, je crois, pour la fin de Un tout petit peu. du meeting. Non, donc par contre, ce qui est intéressant, c'est le vrai pas vers le self-BI. Parce qu'en fait, OneDrive, c'est pas anodin. C'est un outil qu'en termes d'usage, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, ils ont montré qu'il y aurait même une intégration avec l'explorateur Windows pour avoir C'est accès ça, ouais. en mode dossier, etc. Bon, après ces ça c'est... espaces. Oui, mais du coup, C'est ça veut dire pas Non, qu'ils savent que le data sharing, ça passe vers le métier. Mhm. Ça passe. Et d'ailleurs, ils Donc, annoncent un- full intégration au M365, Teams et tout, parce que finalement, ça doit être accessible tout ça. Si tu veux que la data dans ton entreprise est vive, c'est que le métier doit s'en emparer facilement. Bah, surtout Ouais, qu'en enfin. plus, c'est les métiers qui le produisent. C'est le métier qui la produit, c'est C'est ça. ça. Donc, Et du coup, la data n'est plus vue comme quelque chose qu'on doit aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, un métier, beaucoup, bah, on le voit côté low-code ou Modern Workplace pour toi, c'est je veux ramener ma data dans mon fichier Excel. C'est ça. je veux le Maintenant on garder est dans pour le moi. partage maintenant. Et du coup, on bride la réflexion par rapport au conteneur. Mm. Et ça, je trouve c'est cool parce que tu vois, enfin, on va avoir toi côté Modern Workplace et moi côté low-code, on va pouvoir se détacher finalement de cette limite intellectuelle. Et surtout, vous allez pouvoir aller vers ce monde qui était compliqué avant, qui est Ouais. celui de la Et qui data, a l'air d'être et beaucoup peut-être se plus dire, Et mais en vous fait, allez même être acteur C'est ça. de ce partage-là. exactement. Bon, après, il Alors- faut voir vraiment avec les utilisateurs finaux. Hein. Moi, je le vois tous les jours à travailler avec Power BI. Déjà, pour une bonne partie, mettre un fichier sur un Teams parce qu'il y a un SharePoint derrière, c'est déjà pas si Mais simple. là c'est Oui, mais explorateur c'est là- Windows. Hein. Donc là, Là, c'est explorateur Windows. Là, ça sera connecté avec Je- quelque chose qu'ils utilisent déjà Ok, au on verra. quotidien. Bon, on espère. Moi, j'ai peur. T'as dit un Ouais. gros mot, Christian, Ah bon qu'on va expliquer. T'as dit Ah, data désolé. mesh. Comment il dit Oui. Je l'avais peut-être dit avant d'ailleurs, mais donc Data le mesh, data mesh, pour rappel, c'est quoi? C'est une organisation, une architecture logique C'est ça. de la donnée par domaine métier. C'est dire bien ça, aujourd'hui, voilà, c'est dire les domaines doivent être autonomes pour travailler de bout en bout leurs données, C'est bien ça. en être responsable. C'est que je suis la finance, je suis responsable de mon dataset finance que je mets à disposition de l'entreprise. Et par contre, tout ça gouverné par une plateforme unifiée. C'est bien ça. Et l'annonce, c'est Data Mesh Native, cette plateforme. L'objectif, c'est que d'éviter toute duplication, c'est que derrière, quelqu'un qui a déjà fait un calcul, qui a déjà travaillé sur la donnée, nettoyé, filtré, puisse être partagé et utilisé par un autre métier. Mais tout ça avec la même donnée source. C'est bien ça. Ça oui. change de la logique des data mart de l'époque. C'est ça. oui. On avait Où plein de c'est bases assez dupliquées. siloté, C'était ouais. siloté, c'était que de la duplication de ma donnée. Là, j'ai les mêmes vues métiers à la fin, mais avec qui pointent vers la même donnée. Au moins, ça assure quand même la vérité au niveau du calcul. Parce que C'est ça. si chacun calculait de son côté le chiffre d'affaires, on se retrouvait avec des différences. Ouais. Là, au moins, on va s'appuyer sur quelque chose qui a été validé, vérifié. Et qu'on C'est là où repartage ton derrière. OneLake est vraiment ce qu'on vante depuis longtemps, hein, le data lake, la source de données où j'ai tout. Et La justement, source de vérité. c'est- La source de L'objectif vérité. du OneLake, c'est le data lake de l'entreprise, en fait. C'est ça. C'est centraliser en fait toutes ces Tout est informations. centralisé et tous les limiter, services viennent s'appuyer sur ce. Et du coup, ce qui est OneLake. intéressant, je trouve, avec leur vision du data mesh, c'est que le data mesh, on en parle depuis 2018. Ça a été théorisé dans un livre par Zamac, je n'ai plus le nom, mais Zamac, on te dit bonjour. Et non, mais c'est surtout que c'était une théorie qui répondait notamment aux grandes organisations, qui ont des domaines hétérogènes, souvent le côté de finalement chacun fait ce qu'il veut parce que je veux aller plus vite que la DSI qui essaye d'instaurer son catalogue. C'est ça, ouais. Ça répondait à ça. Et aujourd'hui, à la fin, ça se matérialise comment? Dans un workspace à la Power BI où je vais pouvoir switcher de la vue finance, du workspace finance, au workspace Attendez, marketing. c'est pas bien un ça. workspace. Alors, Power BI, c'est un workspace Power BI hein, Ouais. pour l'instant. Bah attendez. Arrête de te mettre au centre Laissez du à débat, César ce qui est ouais. à César. non, mais c'est vrai pour l'instant. On est vraiment. C'est pour ça que. Enfin, c'est pas des petits trucs qu'on change pas. C'est vraiment, ils ont intégré tout ça dans Power BI. Donc, moi, de vue là, c'est l'espace de travail, il n'y a rien qui change. J'ai juste des nouvelles briques. C'est ça. Que je comprends pas. C'est C'est ça, ouais. intégré. Que Que je comprends pas. toi qui fuis Azure depuis 8 ans Non, je le maintenant, fuis Après, pas. c'est juste un lien Azure différent, vient quand même. d'intégrer ta C'est un lien différent, quand même. Hein C'est un lien différent, quand même. Ça- Bah non, moi, avec app.power Ah ouais BI. Alors, en fait, tu tapes Par app.power contre, BI. t'as le Les deux. pp.fabric.com. Les Ouais, deux c'est ça. fonctionnent. En fait, C'est c'est ça. des alias. Ok. En gros. Exactement. Et on avait deux derniers points intéressants, je crois, qu'on avait évoqués. J'avais multi-cloud. C'est ça, ouais. Là, l'ouverture, on reste sur le partage.
Et là, ce qu'annonce Microsoft, c'est qu'ils s'ouvrent un peu à d'autres cloud providers, dont le storage Amazon S3. Donc il y a des raccourcis pour se connecter directement à un Amazon S3. Donc derrière, on peut rapatrier, croiser les données via du SQL pour croiser avec le Ils savent qu'ils peuvent pas se battre sur tous les fronts. Ouais. C'est un peu la stratégie d'Azure aussi depuis longtemps, l'open source, de se dire, bon, du moment que c'est dans Azure à la fin, peu importe d'où tu viens, tu peux venir. Justement, il y avait cette réflexion aussi avec la notion de parquet, Delta Lake, c'est de pouvoir demain, s'il y a besoin de changer de cloud provider, de pouvoir tout... C'est pas un fichier propriétaire, donc on peut le récupérer et aller dans un autre support, dans un autre cloud pour pouvoir un peu surprenant d'ailleurs. Ils le mettent en avant vraiment dans les points clés, l'ouverture vers Amazon est citée. C'est logique parce que, ok, les entreprises quand elles passent une certaine taille, elles veulent plus mettre tous les œufs dans le même panier. C'est toujours le cas. Et du coup, ils ont forcément une partie chez Amazon, une partie chez Google, une partie chez MS. Et aujourd'hui, il y a une problématique, et c'est-à-dire qu'ils lancent une nouvelle guerre. Parce qu'ils ont dit, on termine une guerre et on en ouvre une autre. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que, ok, je m'ouvre. Ils ont dit ça. Mais Ils ont dit le mot guerre. pour moi, oui. Non, mais parce qu'on a parlé de révolution. Moi, j'annonce une guerre. C'est qu'avant. Voilà, c'est toi, je suis pas J'annonce. Je me désolidarise. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise, vu qu'elle a son Amazon et son Microsoft, elle a ses outils Amazon pour exploiter les data Amazon, son outil Microsoft pour exploiter les data Microsoft. Microsoft, il ouvre la porte, là, il a fait son petit tunnel sous la montagne. Ça veut dire qu'il va te dire, mais monsieur le client, tu vas juste utiliser Fabrics pour gérer à la fois tes données MS et tes données Amazon. Tu peux stocker ailleurs, mais tu peux tout faire chez nous. Du coup, il est en train d'ouvrir un nouveau front dans sa bataille, qui est, maintenant, Fabrics va pas être l'outil qui va gouverner tout Microsoft, c'est l'anneau qui va couvrir l'ensemble des territoires. C'est ça. Alors, c'est vrai que le côté... L'anneau unique, on le voit pour là. les gouverner tous, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on voit... on est ouvert, mais on est là pour amener cette couche de stabilité, de gouvernance, traitement des données. Et d'ailleurs, je crois que c'était le dernier feature, c'était le Data Activator, qui est un nouveau terme qu'on vient d'arriver, qu'on a l'impression que c'est un Purview intégré. D'ailleurs, en parlant de Purview, on a oublié de parler de au niveau de cette interface unifiée, on a aussi la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, il y a le lineage, donc on a déjà travaillé avec Purview, on voit que c'est pas forcément évident de faire communiquer tous ces services. Là, on est sur une plateforme où on a tous les services, et l'objectif, c'est d'avoir un résultat beaucoup plus facilement. Parce que c'était le problème de Purview, c'est que tu l'avais côté Azure, avec une vue, côté Power BI, ton arbre et ton et faire la connexion, c'était pas forcément là, c'est évident. le même, normalement. Là, on est sur le même outil. Alors, et peut-être juste rappeler, le mot Purview, c'est un rebranding et un renommage de quelque chose que tout le monde connaît. C'est il y a une partie sécurité. Donc, je veux juste dire, parce que tout le monde n'est pas encore au courant que ça s'appelle Purview. Plus large, donc voilà, mais ça c'est plus large. La gouvernance, le lineage, donc la traçabilité de la donnée, tout ce qui est classification avec les étiquettes de sensibilité, la data quality qui doit arriver, voilà. Et du coup, je crois qu'aussi ce data activator va nous permettre de mettre des alertes sur des types de données, des choses. Oui, c'est plus du monitoring de toute la fabrique. De la fabrique. En temps réel. C'est ce qu'ils annoncent, mais bon, pour cette première version-là, elle ne sera pas forcément disponible, mais ça arrivera assez prochainement. Donc finalement, si je résume, alors pour tout ça aussi, on a des jolis nouveaux logos. Ça fait toujours plaisir de sortir les nouveaux logos. Hein. Le vert arrive en exactement, force. Un espèce de F en vert qui veut dire Fabric. Donc Fabric, c'est la nouvelle plateforme. C'est pas le nouveau Synapse. Ça serait réducteur de dire ça. Non, pas du tout, parce que ça prend... il y a une très forte connexion avec Power BI. Il y a toute la partie Data Explorer a été dans. C'est la nouvelle plateforme data de Microsoft, tout compris, tout packagé, en un produit qui évitera de tergiverser de quel service j'ai. C'est maintenant une plateforme avec plein de fonctionnalités et en mode SaaS. C'est ça le gros bouleversement globalement aussi. Mais ça continue quand même à pas mal travailler. Enfin, la connectivité avec du Synapse, du SQL Database, ça reste quand même, il l'assure et ça reste quand même assez bien fonctionnel. Alors c'est ça. Donc là, on va soulever ça, je pense que ce sera pour les prochains épisodes. On fera peut-être même un spécial data parce qu'il y aura plein de sujets de c'est quoi l'enjeu, est-ce que je dois migrer, c'est quoi la facture, comment la je méthodologie suis, derrière, la méthodologie, la gouvernance, ça va tout changer. Faut regarder comment ça fonctionne. Donc Microsoft Fabric, c'était la grosse annonce. On l'attendait, on avait des bruits de couloir, le métier le demandait et surtout sur le marché, on voyait que Synapse avait un peu de retard par rapport à sa concurrence. Et là, pas mal d'espoir quand même. Il y a des trucs très intéressants à suivre. Et du coup, on suivra ça. On a pas mal parlé de Power BI. Donc, on avait une intégration. Juste rapidement sur Power BI, on a des rapports qui sont livrés avec.
sur le suivi de toute la partie fabrique. D'accord. Donc il y a une application qui est disponible. Ouais. Donc le lien Synapse Power BI existait déjà, mais jusqu'à maintenant, tu pouvais juste Ouais, constater ton petit oui, rapport. c'était pas- Sur la droite, tu retrouvais pas l'expérience développement. Non, c'est pas, t'avais pas tout intégré au sein d'un même espace de travail en fait. C'est Là, ça. t'es réellement, tout est unifié et tu veux switcher d'outil, tu appuies en bas à gauche de l'écran et tu switches et tu passes sur un autre outil. C'est quand même assez dingue. Alors, Maintenant, mais restons sur l'outil principal. alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Benjamin est devenu tout blanc pendant la build, parce que là, il s'est dit, demain, j'ai plus de boulot. Mais non, Et je il va vous expliquer pourquoi. Je me suis dit déjà, c'est ça. pourquoi ils intègrent tout ça que je comprends pas. C'est ça. J'ai plus le boulot, Quel plus sens le c'est même, ça et c'est vrai que Non, mais c'est bien, t'as c'est- stoppé tous les recrutements. Hein. Bah là, j'ai plus rien. Là, on valide Tour pas data. les périodes d'essai. Ah, Ou sinon, vous le faites à deux. C'est ça. Et, non, mais par contre, non, par contre, c'est intéressant, c'est que ce qu'on est en train de regarder, et pourquoi on dit ça en rigolant, c'est que des news comme ça a un impact fort sur ouais, le ça métier. a un impact sur nos métiers. Et du coup, quand on voit une annonce, on se dit, bah aujourd'hui, je faisais ça sur Power BI, qu'est-ce que je ferai demain? Ouais, j'ai des usages à chercher. Enfin, j'ai C'est des ça. nouveaux usages qui vont sortir. Et justement, ça ne il veut faut pas dire que le anticiper, métier il faut arrête, anticiper c'est-à-dire que ça. le métier évolue, peut-être Ouais. des tâches chronophages disparaissent. Ouais, ou qu'on resegmente, c'est-à-dire que Exactement. maintenant, on avait beaucoup d'exemples de Power BI, de développeurs Power BI qui voulaient monter en data, mais qui potentiellement étaient un peu rebutés par le côté Azure, par tout ce qu'il fallait rattraper. Bah là, en fait, ils sont déjà dans un environnement qu'ils vont connaître, sur lequel ils vont pouvoir monter en compétences. Bon, bah, notre métier C'est va évoluer. Je pense que notre métier, peut-être que maintenant on était plus full data viz, on va, je pense, faire de plus en plus de Plus data facilement accéder plus à facilement. un peu de En développement fait, on dans faisait Azure. déjà du data flow, mais en fait, on se rendrait compte que derrière, les data flow Power BI, on savait pas où ça stockait vraiment. Donc, c'était pas C'est un peu vraiment. redondant. Voilà, ça faisait de la virtualisation de données. Donc, mes clients me disaient, bah attendez, elle est déjà stockée là, pourquoi je la remettrais en Power BI? Bon, bah là, peut-être qu'en fait, on va avoir des réponses à nos questions qu'on a depuis longtemps et que notre métier va évoluer. Voilà, c'est ce qui m'a rendu blanc. Vous avez été entendu par Microsoft. Tu t'attendais pas à autant de choses aujourd'hui. Moi, je m'attendais pas, hein, oui, voilà, c'est ça, à autant de trucs. Donc moi j'ai trois grands points Ah, pour en moi. tête. Ah oui, parce qu'en plus de tout ça, on a encore des choses. Ouais, c'est ça. Alors, le premier truc qui pour moi, alors juste, qui est pas forcément le plus important, je dirais, de ce que je retiens, mais c'est quand même le Direct Lake, qui a un rapport avec justement le One Lake, qui sera utilisé pour C'est stocker. quoi ce gros mot encore? Voilà, bah, c'est un nouveau mode de connexion qui va permettre de se brancher très rapidement à un très gros volume de données qui sera justement stocké dans Power BI dû à, C'est à ce nouveau One Lake. Donc aujourd'hui, tu avais toujours un peu de complexité. T'avais Quand du le client direct disait, query, est-ce que il je disait. peux attaquer mon data lake avec Power BI? Voilà. On avait un l'import. format Delta qui est compliqué pour le Exact. métier en face. Aujourd'hui, on a une couche qui va gérer le format de manière comment ça simple, fonctionne, simplifiée, on verra exactement. Et donc on a maintenant l'import, le direct query et le direct lake. Oui. C'est ça. Et Qu'est-ce le que Live nouveau Connection qui existe toujours. Et le live connection. Donc à tester, pas encore testé pour ma part, mais voilà, c'est déjà quelque chose. Mais il nous reste deux autres choses. Je garde le meilleur pour la fin. Sachant que la fin, Le mec sait faire un teasing là. sachant que la fin, c'est sa chanson. Non, c'était ça la chanson, Ah, j'ai mal C'est chanté. ça, c'était. Prochain truc, bah, on va en entendre parler à toutes les sauces, bah, c'est Copilot. Ok. C'est l'intégration de Copilot avec Power BI pour différents usages. On n'a pas tous les usages encore, mais on voit des usages d'aide au développement de formules en DAX. Et j'ai vu des vidéos sur d'ailleurs le YouTube Power BI de Microsoft Ouais. de développement de rapports. Ok. C'est vraiment, Ouais. j'écris une phrase, ça m'applique un template, ça me crée mes visuels et je peux modifier mes visuels. C'est ça. Donc là, il disait, c'est vraiment, et c'est un prompt, hein, on revient toujours sur le sujet Ouais, du c'est prompt. intégré au C'est- sein de la plateforme. Je disais, voilà, j'ai Copilot dans Power BI, Exact. je l'appelle, je lui dis, j'aimerais voir mes données de vente en voyant tel type d'indicateur, tac, 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 et en pouvant filtrer de telle manière, C'est ça ça, me construit sous le telle forme. rapport avec les visuels, les indicateurs, les filtres. Et même pire, enfin mieux, d'ailleurs, et un fond avec un panel déjà intégré avec les visuels pré-rangés. C'est ça. Ce qui est assez, enfin, Que je pour peux moi, facilement réorganiser en disant, bah finalement, tu m'as promis 4 grands visuels et 2 petits. en fait, je Je veux pas préfère ça. une vue différente et j'ai simplement un bouton qui me permet de changer. Exactement. Et ça rebrande entièrement le rapport. Donc ça, c'est, alors vraiment pressé de le tester pour le coup. Je crois qu'il y Parce avait un que, truc ouais, encore. et en plus, ce qui est étonnant, c'est que tu peux même aller plus loin. C'est quelle est la cause? Tu poses cette question-là. Oui, c'est quelle ça. est Et la il va cause? faire Et il va te trouver, il va te ressortir un peu les parce qu'il va te indicateurs. faire Et, le calcul et tout et tout c'est ça, derrière. il va te pointer du doigt. Qu'est-ce qui fait que tu as ce C'est ça. résultat-là? Alors là, génial. Maintenant, va falloir construire la base de données parce que je pense qu'il va Alors falloir c'est faire ça. un peu Donc, ce c'est là où on rigolait tout à l'heure en disant on va plus bosser. C'est que derrière nous, ce qu'on voit, on se dit
falloir un modèle de données costaud parce que Pas forcément costaud, mais en tout cas, En tout cas, logique. bien fait. Une conception, il Bien faut fait. une conception bien faite. Quoi. C'est ça, C'est on va ça. pas plus s'amuser à tout mettre un peu en mode ouais, bah là il y avait du many to many, bidirectionnel, ça marchait pas très bien, Beaucoup mais plus bon, j'ai un exigeant, peu, mais ouais. avec ce que je fais, ça marche. Ah, mais là, c'est pas toi qui va décider Ouais. ce que tu fais. Il faut qu'il forcément. soit nickel. Mm. En fait, parce que lui, il va déduire de ton architecture Exactement. des résultats. relations, parce que finalement, c'est pas un C'est humain. ce qu'on appelle Et- les insights et compagnie qu'on avait avant et qui marchaient moins, mais là je pense que ça vient justement avec Du ça. coup, la qualité de l'architecture et de ton modèle de Ouais, données primordial. sera presque plus importante que les données qui sont dedans, parce que sinon, ton IA. Mais ce qui est la aura du promesse mal. de la self-BI, c'est que tu mets ton dataset à disposition, il est bien fait, il est validé certifié par Voilà. l'entreprise, le centre d'excellence ou autre, et toi, Et derrière, bah, métier, tu fais tes tu visuels. consumes. Donc, tu auras de la Ça vraie consomme. intelligence. Tu auras la vraie intelligence. Tu auras le I de BI pour à fond là. Qui va demander une vraie rigueur cette fois-ci. Ouais. Alors, Mais, Vas-y. qui dit rigueur dit CI/CD. Oh, Bon, belle introduction. Il y a plus de consonnes là. Dernière news, et pas des moindres. Alors surtout pour nous, développeurs Power BI, qui attendions cette nouveauté depuis vraiment des années. On en avait parlé, je crois, la dernière fois, en Oui. disant il y avait un petit pas avec le nouveau langage. Là, Oui, c'est ça avec je sais même plus. C'est l'intégration de Git avec Power BI, aussi bien pour le reporting que la modélisation, et tout intégré dans l'espace de travail. Alors je l'ai déjà testé, parce que j'étais un peu excité quand même. Je l'ai déjà testé, il suffit de créer côté Git un projet, une branche. Dans l'espace de travail, on dit je veux me brancher avec Git. Il dit ok, quel projet, quelle branche, toc toc, on choisit. Il peut nous demander une nouvelle branche si on veut la créer à la volée, et il dit bah je publie. Et t'as un bouton. Vous verriez les yeux de Sharaf qui vient de voir Benjamin parler de branches. Au secours. Il vient de redécouvrir son collègue. Donc on n'aura plus les fichiers en V1, V2, V3, V4 à partager. C'est fini, promis. En tout cas, on n'aura plus d'excuses pour ne pas les avoir. Et tu vas voir, Sharaf, quand tu es low code, on va être bien aussi là-dessus. Donc ça, c'est On est assez, pas c'est ouf. assez fou et c'est vraiment un truc qui a été demandé, à voir comment ça fonctionne, est-ce que ça prend en charge aussi Voilà, tout. est-ce que dans côté les autres fabrique, briques. est-ce que ça va être aussi le cas, cette simplicité Je- Parce que mine de rien, sur la partie data, il y avait quand même tout un travail à l'issue des développements Hmm. pour tout ce qui est déploiement vers d'autres environnements, Exactement. s'assurer que tout soit automatisé. Il y avait quand même un travail à fournir. Là, c'est à voir si cette À voir si ça se combine méthode-là avec, facilite. à voir si ça fonctionne avec les autres, avec les autres produits, à voir si ça se combine avec les anciennes fonctionnalités de type pipeline de déploiement, ces En choses-là. tout cas, c'est officiellement annoncé. Donc Et on non, je l'ai imagine- testé, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Ok. Donc là, pour le L'avantage coup, ça surtout, marche. c'est ça, on l'évoquait, c'est que sur Sur un une projet branche. Power BI, un gros projet, c'était très dur jusque-là de paralléliser, notamment. Et là, on Ouais. peut totalement parler. Là, vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur le même projet. C'est la promesse. Donc un rapport prendra vraiment un jour de développement maintenant. Non. Non, toujours pas. Avec 10 personnes dessus. Avec 10 personnes dessus en parallèle. Ça sera drôle pour les coordonnées, mais je fais le visuel en haut à gauche. Ok, je prends celui en bas à droite. Donc, sur, voilà. sur Power BI, c'est ça. Donc les gros sujets, Copilot, on avait vu quelques vidéos, là on en a vu encore plus. Ouais. Ça a l'air assez dingue. Ça a l'air assez. Enfin, ça me paraît. Moi, ça m'a vraiment évoqué dingue. un truc quand même intéressant côté self-BI, c'est l'apport que peut avoir l'IA là-dedans. On parle souvent de data literacy. C'est-à-dire qu'on dit qu'un des problèmes, c'est que les gens ne savent pas quel visuel utiliser pour représenter le bon indicateur. C'est vrai. Aujourd'hui, une IA bien entraînée te présentera de manière plus adaptée, potentiellement, le bon visuel pour le bon indicateur, et on gagnera certainement en lisibilité finalement des rapports. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va être- Ah bah, ouais, je vais dire une chose, avec mon côté, c'est pas des data spécialistes, hein, mon principal problème, c'est le visuel, et en plus, dans quel ordre. C'est Parce ça. que, en fait, par exemple, si je dois faire un truc très con, faire un radar, tout le monde sait faire un radar, t'as dire que tu as 3 informations à faire rentrer Mm. dedans, hein, c'est le principe, hein. Mm. Mais chaque ordre de les rentrer te change Ouais, complètement totalement la lecture et ce que Ah, tu c'est en sûr. obtiens. Tu l'interprètes différemment. Voilà, C'est ça. parce que par exemple, je me suis amusé, j'ai eu le cas aujourd'hui, j'avais un radar, je me suis rendu compte que mes 3 infos à radariser, globalement, si je changeais l'ordre des vecteurs de lecture, j'avais 3 résultats de lecture différents, avec la même data et les mêmes 3, avec 3 axes, mais je mettais axe, enfin, et je me dis, là, une IA, c'est cool, je vais lui dire, j'ai 3 infos en entrée, C'est moi le bon radar, ouais. et ce que je veux mettre en avant, c'est ça. Ben là, elle va me le sortir, et moi qui suis pas, j'en fais pas tous les jours, je vais être content parce que Et- je vais pas y passer 2 heures à trouver le bon axe. T'as quoi. raison sur un truc, c'est qu'il y a un ordre de lecture. Quand on arrive sur un radar, un rapport même, Ouais. souvent on commence en haut à gauche et Mm. on va avoir un sens de lecture pour aller de l'information la plus importante, etc. Donc là, on peut imaginer qu'une IA bien entraînée sur Power BI te présente des rapports
plutôt optimisé en UX. Pas Et mal. d'ailleurs, en On peut parlant imaginer d'UX, beaucoup de choses tant qu'on l'aura pas testé. il y avait une feature folle qui était est-ce que tu peux m'appliquer le template En fait, tu peux de ce rapport-là? a priori, tu peux préparer des templates et c'est comme ça qu'ils switchent entre C'est ça. templates et Tu tout. peux lui mais- donner un fichier source en disant je veux que tu m'appliques le template qu'on avait déjà peut-être fait designer comme ça sur ce rapport et ça le fait automatiquement. Ouais. Bah, t'as la En logique termes de cohérence de gain ton. temps, C'est ça. c'est fou. En fait, vous, en tant que métier. Ouais, après, oui, il y a d'autres nouveaux métiers qui vont émerger, les créateurs de templates. Il serait temps les mecs, parce que c'est quand même le sujet d'avoir une cohérence graphique. Bah, non, mais en vrai, ça existe déjà, mais là, ça va devenir primordial parce Bah, que tout le monde veut les utiliser. C'est cool. Donc, ouais, on va Et voir, ça vient. surtout, il n'y aura plus l'excuse de il est où mon. Je sais pas où sont les templates. C'est Bah ça. là, tu le vas client juste veut lui dire- faire un atelier design thinking sur Power BI. Bon, bah, Là, Copilot, ChatGPT. donc voilà, donc c'est quand même pour nous, c'est très différenciant. On a des vraies nouveautés qui sont arrivées et on est content. Qu'on n'attendait pas forcément. On n'attendait pas aussi vite. En tout GitHub, cas. ouais. Genre, enfin, moi je l'attendais. Si, on l'attendait. Moi aussi, c'était Mais je quand même l'ai- quelque chose, je l'ai c'était pas pas vu venir. problématique. Quoi. C'est On une vraie l'espérait. problématique, mais je sais pas pourquoi. Ouais, Dans ma ouais, tête, ouais. j'étais en mode, bah en fait, je sais pas quand est-ce qu'on C'était l'aura. pas quoi. ouais, tu Ouais, on- t'attendais pas à l'avoir aussi vite. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Donc ça, et plus du coup la fédération des équipes Data Platform Power BI. Donc là, il y a pas mal de R&D à faire, hein, on sait à Il partir y a de pas maintenant. mal de trucs à faire, ouais. Et On ça va demandera peut-être une réorganisation de notre côté aussi. C'est ça, Oui, parce ouais. que ça change un peu votre méthode de travail, un peu sur les branches, tout ça. Donc il y aura de la validation derrière. On va venir te pour les voir, on postes, va dire, donc, est-ce que tu peux Là, il est en former train les de- gens il est en train de dire, vous allez avoir besoin de moi. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux former les gens et créer une branche Non, parce que mais c'est une vraie problématique. On a des gens Oui. qui, en DataVis, ne connaissent pas Git. Oui, ouais. Réellement, et réellement, puis c'est donc, surtout qu'à un moment, et ça Romain on a déjà parlé, hein, c'est que le low-code et la self-BI, enfin tout ce qui est low-code, étaient pointés du doigt par les DSI en disant bah non, regardez comment côté applicatif on fait de manière industrialisée, sécurisée, etc. Et t'as le Far West à côté, et donc là on rattrape un Dans peu mode, ça. mais non, on met ça sur OneDrive. On gère des versions. C'est ça. Ça va être en OneDrive. Ça va être la data OneDrive. Ouh. C'est ça, tu l'avais déjà inventé le OneDrive de la data. Bon, donc ça c'était les grosses news. Exactement. Transverse, c'est du Fabric qui inclut tout, dont Power BI qui s'industrialise avec du Git, qui a du Copilot, c'était déjà annoncé mais on voit plus Alors, on de sait pas démos. quand est-ce que le Copilot Ouais. c'est soon, hein, mais C'est ça. apparemment Donc la le Fabric est Git, disponible, la Fabric le Git est disponible. Git est disponible. Alors, il faut savoir quand même rappeler aux gens, tu as parlé de la build. La build, c'est pas le rendez-vous des annonces dans 10 ans. La build, c'est les rendez-vous de l'annonce dans la fiscal year. Hein, dans l'année fiscale qui arrive. Maintenant globalement. Copilot quand même. Hein. Voilà. mais- Copilot qui a pour l'instant été ouvert, je crois, à 600 clients dans le monde. C'est Ouais. c'est ça l'info qu'on Comme avait ça, c'était 400. 400 peut-être moins, d'accord. Oui, enfin, quelques Ouais, centaines. ouais, Peut-être 200 moins alors. Pas eu les mêmes sources. On va te parler de DevOps, et ça tombe bien, parce que je crois que Sharaf, tu as des petites choses à nous raconter. Effectivement, là, on a parlé de Copilot côté Power BI. Donc là, on l'a aussi côté apps. On l'a depuis un moment. Donc sur la partie code, développement, tout ça. Côté GitHub et Exactement. Visual Studio, du Visual coup. Studio, VS Code, donc on peut l'intégrer avec les deux. Pour l'avoir utilisé sur la partie backend dans .NET, pour la partie front, l'avoir utilisé aussi pour tout ce qui est Terraform pour du hack, donc ça permet de, à partir de commentaires directement, de générer du code. Donc je sais pas, des fois j'oublie mes commandes bash, donc je mets juste un commentaire et ça me permet de me générer C'est ça, du code. donc là, pour expliquer, t'as GitHub et VS Code, ton environnement de développement, les repos, Exactement. etc. Et quand tu codes, tu as une espèce d'autocomplétion. Aujourd'hui, on parle de... C'est même plus que de l'autocomplétion, De parce Copilot. que ça se Ouais. base sur les projets qui sont sur GitHub, donc ça te génère du code, carrément, donc en partant juste d'un commentaire. Ça analyse aussi ton code pour voir ton style de coder et te générer une partie de code. Mais là, ce que annonce Microsoft, c'est Copilot X. C'est ça, donc donc là, ça, il- tu l'as testé, ça marche bien. On C'est la annonce partie Copilot, oui, qu'on a une testé. productivité de ouf pour les équipes dev, Exactement. globalement. Ben Parce oui. que, en gros, si j'ai compris, je fais mon petit intervention, ça veut dire que en gros, toi, à ton ordi, là, je viens, je vois une page de dev, Yael et moi, on vient, On appuie on- sur entrée. on tape du texte, et puis il y a du code, et puis Oui, bah, après, c'est- je te Ça rends... traduit nos phrases en code. Exactement, bah, ça Ouais. traduit une phrase dans le code et ça te génère ta fonction. Après, c'est Tu c'est peux- sur au développeur de la valider. Tu peux coder en écrivant en français. Exactement, bah, Ok. c'est en écrivant Tu peux français. coder en appuyant 4 fois sur entrée. Non, ben, Non, pas. En fait, pas, on pas a dit encore. que- On n'est pas là. On n'est pas là Et encore. du coup, le chef de projet qui a envie de tester, il vient, il dit fais-moi mes tests et ça fait des tests, c'est ça? Alors là, c'est ce Alors, que... Copilot X, c'est la nouvelle version annoncée. Exactement. Il y avait des bruits de couloir, déjà quelques annonces, mais présentées en majorité aujourd'hui. Du coup, il y a eu beaucoup de temps là-dessus. Exactement. Parce que Copilot, tout court,
générer du code, mais ne pouvait pas analyser ton code pour dire, allez, je prends cette partie de code et je génère un test unitaire. Ok. Donc nous, on sait tout le temps qu'on fait le code, mais on a la flemme derrière d'aller générer les tests unitaires ou de le faire. Et puis souvent, c'est le gros débat avec les clients, Ouais, c'est qui ça. est de dire, vous voulez des tests unitaires? D'accord, mais ça va coûter le double. Exactement, Ah bah, on n'a pas le 50% budget, plus. Donc, Du coup, on ne les fait pas, c'est ça. exactement. Et là, avec Copilot, donc on sélectionne le code, on dit génère-moi J'ai vu, c'est un test clic unitaire. droit, je crois. Ouais, c'est un Ouais, clic droit, c'est génère-moi le effectivement. test unitaire. Et donc, on a le test unitaire, on a plusieurs test cases. Et même aller plus loin que ça, je sélectionne mon code et je dis à Copilot, est-ce qu'il y a des bugs dans le code? Donc, il arrive à détecter, par exemple, si on a des regex, aller les analyser, détecter si on a des fuites dans les regex et proposer un code. Et en un clic, on peut prendre le code proposé par Copilot directement. Tout Ouais, ça c'est- sur une espèce d'interface à C'est droite ça, ben, conversationnelle. On reste sur ChatGPT. notre environnement sur lequel on Ouais. est déjà habitué, par exemple VS Code. On a un prompt à droite de ChatGPT et donc directement on écrit, ça génère le code. Et il te fait C'est même vraiment un truc, la qualité de codage, j'ai cru comprendre. Bien aussi. sûr, oui, C'est que- il peut aussi, on prend notre code, il génère des commentaires pour notre code. Il te change les en-têtes. Exactement. Enfin, c'est complètement Ben, fou. La- par la- exemple, on a une fonction, on a du code à l'intérieur, il arrive à le sortir, créer une Ouais, nouvelle Mais c'est fonction. ta norme, est-ce que moi je me rappelle étudiant, on m'embêtait sur ma façon de nommer mes variables. C'est ça. Et ça, il sait faire? Exactement. Wow. Sur la démo, il y avait une fonction qui c'était un check, et là il arrive à dire is valid, c'est plus parlant, il renomme la fonction et te propose un Ouais, code. ou dans le regex, il voit que c'est un email. Ta Exactement. variable s'appelle underscore quelque chose. Il dit non, tu vas l'appeler email underscore quelque chose. C'est Parce ça. que je sais que ton regex fait un email. Et il te corrige tout seul. C'est cool. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, moi, alors je vais réagir sur un truc que tu as dit, je reviens de l'inverse, tu as annoncé plein de trucs de ouf, mais tout au début, tu as parlé, genre j'appuie sur un bouton, il me génère les tests. Et c'est quoi la différence? Parce que moi, alors, je n'ai pas développé depuis longtemps, mais quand je développais, j'avais déjà des outils, j'appuyais sur un bouton, il me générait plein de fichiers de code avec des tests unitaires. C'est quoi le petit plus en fait là? Après, les outils qui existent, c'est génèrent la structure Ouais. du test unitaire, mais n'arrivent pas à aller analyser le code et dire, ok, dans ce code, j'ai 3 test cases. D'accord. Donc, et lui, il arrive à faire ça, lire ton code, le comprendre Et- et, te générer tous les cas de test. C'est ça, et donc en tant qu'IA, il va jusqu'à me proposer des test Bien cases sûr. pertinents. Exactement. Ouais, c'est cool ça. Ouais, Donc ça, c'est des vrais tests. GitHub Copilot X, de toute façon on l'a dit, hein, c'est l'année Copilot, ChatGPT, on va en manger à toutes les sauces. C'est ça. Le deuxième truc, on a évoqué la notion de plugins. C'est ça. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, et on va en parler après. On commence à évoquer les plugins. C'est quoi le plugins? Ben déjà là, avec ChatGPT, je pense qu'on l'a tous testé, on pose une question, il nous répond, on rédige une lettre, tout ça. Mais on se posait comment on peut intégrer ChatGPT dans notre quotidien de solutions business, vraiment d'aller essayer de se connecter à des informations d'une entreprise, faire une recherche dessus, faire de l'analyse. Et donc là, avec OpenAI propose des plugins pour aller se connecter à des applications tierces. Donc là, dans le prompt ChatGPT, je peux en écrivant, lui derrière, il va se connecter à une API, par exemple une API d'entreprise, pour récupérer des documents, les analyser et me proposer une réponse. Et c'est ça les Donc plugins. c'est comme lors dans ma conversation, c'est un objet que j'appelle, hein, enfin fonctionnellement je vois un espèce de petit widget qui Oui. apparaît C'est ça. et qui a une fonctionnalité particulière. On verra que côté Modern Workplace ça aura pas mal d'impact je pense. Et en gros qui va pouvoir interagir avec mon chat GPT. Exactement, parce que ChatGPT va envoyer la requête vers ce plugin. Ouais. Le plugin derrière, il peut être connecté à une API, etc. Récupère une information, une réponse, l'afficher sur ChatGPT. Et on peut aller même plus loin que ça. C'est pas juste une réponse en texte comme on le voit actuellement sur ChatGPT. C'est même de l'action derrière. Donc il peut nous proposer une action et on clique sur le bouton pour, je sais pas, envoyer un email ou même faire des actions directement sur Windows. Donc là, avec OpenAI sur Windows. Ça on en parlera. Copilot Windows. Et du coup, donc, ce qu'on voit, alors il y a plein de choses intéressantes dans les plugins qu'on va retrouver d'ailleurs en philosophie partout chez Ouais. MS avec Copilot. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que déjà, on se rend compte que OpenAI ChatGPT aujourd'hui, et d'ailleurs ils l'ont dit, à la fin, c'est un web service. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet de data scientist, même si il y aura des problématiques de performance des modèles et tout, et de choix des modèles. C'est un sujet beaucoup de dev et d'intégration parce qu'on va chercher à packager ça dans des apps. Donc toi, tu as beaucoup de chance d'en faire demain un moment parce que ça te sera demandé avec les équipes. Exactement. On a vu une super démo avec un site e-commerce typiquement. Où il va analyser carrément le panier de l'utilisateur.
et donc récupérer des informations dans le panier. Et dans la prompt, si on lui dit propose-moi un produit, il se base sur ce qu'on a déjà dans le panier et propose un produit qui va avec. Si on peut voir des vêtements par exemple, il propose ce qu'on a. C'est Quelque ça. chose. Il va dire tiens, choisis ce vêtement, Ouais. ça tombe bien, il matche bien avec celui que tu as déjà mis dans ton C'est panier. le fameux Exactement. carrousel, vous pourriez aimer. Ouais. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça ça. va un peu plus loin. Un peu plus loin, lui. Non, ouais. non, mais je pense qu'en vrai, il ira même plus loin. Là, c'était une démo gentille. En vrai, il va surtout, tu as acheté ça à tel moment, tu as ça dans ton panier, tu vois, un Amazon Live qui va prendre l'intégralité de ton passif d'achat aussi. Vu que tu as un compte client. Il y a quelques années, c'était plutôt la data et la BI qui calculaient ça en fonction de ce que d'autres clients ont pu acheter par rapport à ce que toi tu es intéressé comme Ouais. produit. Il sait te La proposer. recommandation, oui. Alors que là, il te D'autres, propose avec et tes là, propres ouais, usages c'est ça. finalement. C'est en temps réel. Et donc ce qu'on voit aussi, d'ailleurs ça fait un lien, hein, c'est qu'il y a quand même tout un sujet back-office IA, enfin si je peux appeler ça comme ça, hein, c'est que Microsoft se positionne globalement derrière avec comme du service pour l'entreprise pour manager tout le workflow de ces modèles-là. Donc ils ont annoncé, alors je ne sais plus comment il s'appelait, le Azure Studio. AI Prompt. Alors tu as le Azure Ouais, AI Studio qui ouais. unifie toute cette expérience. Tu as le Prompt Management qui est une nouvelle partie où on va pouvoir réellement à la fois comparer deux méthodes de requête. Hein. Je prends une requête 1, une deuxième où je rajoute une phrase en plus et je peux comparer en live, regarder la différence de résultats entre les deux. Ouais. Ça va vraiment aider les personnes fonctionnelles qui vont faire les prompts, les fameux prompts ingénieurs, à comparer. Et tu vas voir tout ton workflow, combien de temps ça met en termes de perf. Donc là, on rentre vraiment sur le Exactement. sujet de dev aussi. Des points d'arrêt. Les Les points fameux d'arrêt. points c'est ça, d'arrêt c'est pour ça. Ça, débugger. c'était parce que les plugins, ils disent que c'est du native cloud ready, donc tu peux le déployer derrière sur de l'AKS, sur de l'AK ou sur du Azure App Service. Et donc, avec la ligne de commande qu'ils proposent, c'est Azure Developer CLI, donc on peut directement développer notre plugin en Python et on le déploie sur Ça. Azure. Alors, ça c'est une info. Ouais. Beaucoup de Python à venir. j'ai Ouais, l'impression. exactement. C'est beaucoup de Python. Là, on n'a pas vu .NET ou d'autres langages. On a Beaucoup de entendu Python. parler, mais on Ah l'a ouais, pas il y a vu. une c'est API ça. qui était en .NET. Exactement, en Ouais. .NET, mais beaucoup de On a Python, vu oui. qu'une fois du .NET, hein, de C'est toute ça. la keynote. Hein. Ouais. On a Ah, par contre du Python, on en a vu. Hein. Et ça, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que cette couche d'abstraction aujourd'hui entre nos large modèles d'IA et finalement la partie plugins, dev, etc., va se jouer avec du Python et de la manipulation Python. Par contre, ils te disent, tu n'as pas besoin de savoir en faire beaucoup parce que tu as ton copilot qui va t'aider. Exactement, qui va t'aider, ouais, il va te générer. Exactement, mais pas mal. Et dans les use cases qu'on avait, à un moment, je crois que dans un des exemples, c'est j'interagissais sur un produit et finalement, je peux avoir un plugin qui me permet de le commander en ligne directement dans le chat GPT. C'est ça l'enjeu des Exactement, plugins. puisque là, le plugin on va lier avec des API, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc Ouais. derrière, Oui, on a tu une API prends la recette. d'un store. Il y avait aussi l'exemple où, à partir d'une recette, il proposait une liste de courses, Ouais. et derrière, Les la liste de ingrédients, courses ouais, est directement envoyée vers un Et d'ailleurs, site où Ils on ont peut annoncé acheter. tout Ah, un mais- panel c'est ça. d'entreprises partenaires. On imagine demain, il y aura une marketplace de plugins. C'est ça. Donc, beaucoup de plugins à développer. Forcément des entreprises de ça. nourriture, Non, mais, des magasins non, mais- en ligne, ouais, de mais ce livraison. ce qu'il faut comprendre, c'est la simplicité, parce que cette fonctionnalité, hein, une recette, j'ai un panier, je vais le chercher dans un site, marmiton.org, hein, site de Ouais. cuisine français hyper connu, hein, il fait ça depuis plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années. Mais il a dû monter des partenariats avec validation officielle, avec des développeurs qui ont spécifiquement mis ça en Il place. faut la Là, trouver, la recette. C'est ça. Ouais. chez eux, t'as pas trop de problème. Mais globalement, la news, là, c'est à quelle facilité, à quelle En vitesse, quelques clics, ouais. en quelques secondes, tu mets ça en place. C'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui existait déjà. Le truc important, c'est que c'est très facile et C'est très très rapide facile. à mettre en Tu place. n'as même pas besoin de connaître le nom de ce que tu veux préparer. Hein. Lui, avec l'image, Exactement, ouais. il sait détecter directement. C'est comme tu disais la comparaison où avec, par exemple, un Amazon, il comparait les achats de produits entre eux Ouais. pour te faire une suggestion. Là, ce qu'on a vu, c'est on sait qu'une IA, elle reconnaît les images, des choses, elle Ouais. voit une veste verte dessus, elle te propose d'acheter des chaussures vertes. Enfin, d'ailleurs, ce qu'il nous montrait, c'était pas une IA de recommandation, ce qu'on a vu, c'était un personal shop, une C'est IA ça, exactement. personal shopper. En Ouais. fait, on monte d'un cran. On n'est plus sur de la suggestion comme on avait en data. Oui, mais c'est- On est sur une IA qui te fait un personal shopper. Ouais. Donc on peut y envisager un step dont ils n'ont pas parlé, mais qui peut être après, que cette IA aille plus loin, mais que tu peux très bien avoir une IA à toi qui te connaît via Windows, Ouais. pour faire le lien, et qui va en plus croiser tes données de shopping, et du coup c'est un vrai personal shopper qui te connaît. Et d'ailleurs, il y a un autre lien, et je sais qu'on en a parlé, Gaël, tu m'as dit finalement le plugin, ça fait penser un peu à Viva. Ouais, ça me fait un peu penser à Viva Sales parce que, du moins côté métier, hein, parce que moi je suis pas, voilà, j'ai pas les mêmes,
on va dire, le même background que vous. Donc moi, je suis plutôt, on va dire, utilisateur final de toutes ces solutions et outils qui nous sont proposés. Et en fait, VivaSales, quand ça a été mis en avant par Microsoft, c'est pas une solution. Enfin, tu vas pas sur Internet, tu tapes VivaSales et que ça te montre en fait un espace à part entière. C'est directement intégré dans les solutions en fait du quotidien. Donc dans Outlook, dans Teams. Et comment ? Par un petit bouton sur lequel on appuie et justement ça t'ouvre ta petite fenêtre sur la droite avec des recommandations, ça te fait remonter de l'information. Donc tu l'utilises comme un widget métier un peu verticalisé. Alors c'est très métier parce que c'est axé vraiment sur les commerciaux. Ouais. En fait c'est vraiment alors moi j'appelle ça un peu un plugin parce que même pour l'installer en fait c'est comme si tu as installé un plugin. Donc tu y vas directement, ça se fait en 2 clics, tu n'as pas besoin d'être formé en fait pour l'utiliser. T'as pas besoin d'être formé en fait pour même l'activer parce qu'il est déjà dans tes solutions. Il te fait des recommandations, il te fait remonter de l'information justement de d'autres bases de données. Donc dans ce cas de figure spécifiquement c'est le CRM. Donc ça t'envoie de l'information, toi tu peux en envoyer aussi. Et après en fonction de l'action que tu es en train de faire, des échanges que tu es en train de faire, ça va te faire remonter de l'information et tu peux ensuite, par exemple, demander à ce que en fait il y a de l'information, c'est actionnable. Donc si la solution en fait réalise que tu n'as pas forcément ces informations en fait dans ta base de données, tu peux directement l'envoyer et de la même manière que tu peux modifier de l'information qui est directement en fait stockée dans ces bases de données. Donc ça te donne vraiment, ça t'ouvre une porte vers par exemple la base sales un peu spécifique. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'était la remarque de MS, à un moment ils ont dit, de Microsoft, ils ont dit on a eu beaucoup de news sur les derniers mois, comment est-ce que vous pensez qu'on a été aussi vite pour déployer finalement ce copilot partout ? C'est avec la logique plugins. Et c'est pour ça que côté dev, on récupère toute une administration et en quelques clics, on l'a montré, on met l'URL de l'API, on met le truc, ça déploie le plugins. C'est comme ça qu'eux ont intégré du Viva Sales, du Viva Engage, tout ce qu'on a derrière, et en tout cas le copilot qu'on va retrouver partout est intégré dans toutes ces briques via cette logique d'un plugin incorporé en gros de manière transverse. Donc c'est leur stratégie directe que nous on récupère côté management des plugins. Dernier point peut-être, parce qu'après on va creuser un peu cette partie plugins. C'est pas il y a du .NET 8 qui est un peu annoncé, on a vu qu'il y aura quelques meetings là-dessus, mais c'est peut-être des infos qu'on avait déjà pas mal. Il y a un truc qui t'intéressait, tu m'avais dit sur Kubernetes. C'est ça, sur AKS. Exactement. Donc là sur AKS, pour moi ce qui fait peur le plus aux clients, c'est vraiment la gestion des versions. Donc on sait que sur Kubernetes, on a chaque 3-4 mois une version qui change. Donc dès qu'on parle de ça au client, il va dire moi comment je vais maintenir toute cette infrastructure. Kubernetes qui est le conteneur. Exactement, l'orchestrateur des conteneurs. Et donc là, Microsoft propose des versions en long term support qui vont sortir. Là actuellement sur la version 1.27 qui va sortir en fin de mai. 1.27.275. Ouais, voilà. Et donc là, ils vont proposer une version en long term support pendant 2 ans. Donc là, un peu de stabilité dans ce monde qui n'était pas trop jusqu'à là. Ça se justifiait peut-être cette instabilité. Enfin, c'est le début. Oui, c'est sûr. On dit version 1.227, pas 10. Donc il fallait que ça... Ça évite, c'est sûr, côté Kubernetes. Mais les clients disaient, moi, peut-être j'ai pas besoin de toutes les nouvelles fonctionnalités chaque 3-4 mois. Et puis ça montre un engagement de Microsoft. C'est carrément, c'est des technos qui viennent du monde open source, plutôt. Et que là, aujourd'hui, ils sont en mesure de s'engager sur des versions supportées. Exactement. Surtout, ils ont appris de l'histoire. C'est que beaucoup de produits concurrents Microsoft très bons, très qualitatifs, sont morts dans les entreprises. Bonjour Firefox. Le jour où ils sont passés en mode je te fais une release tous les mois ou toutes les semaines. Donc globalement, ils l'ont vu, ils ont vu leurs concurrents qui reprochaient à Microsoft de ne pas innover assez vite. Oui, mais attention, un particulier, il faut qu'il innove toutes les 5 minutes. Une entreprise, elle ne peut pas tenir le rythme. Et donc, c'est important, cette réactivité, je trouve, qu'ils ont au niveau de Kubernetes, de se rappeler qu'il y a un enjeu métier, un enjeu entreprise. Et ouais, je comprends, mais on ne peut pas tous les 5 secondes faire une mise à jour dans une entreprise, c'est lourd, quoi. Exactement. Donc ça, c'était la petite partie Cloud Native que t'aimes bien. Les gros sujets, pour les récapituler, c'était beaucoup de copilotes. Ça reste le sujet, mais assez fou apparemment quand même. C'est sûr, la génération de code. C'est ça. Le plugin, qui est un sujet central. Et on voit d'ailleurs le lien finalement entre toute la stratégie. Le CI/CD d'une part, le GitHub, etc. Le plugin, qui nous amène sur Gaël. Qu'est-ce qu'on a eu côté M365, Teams, Modern Workplace, le collaboratif, on ne sait plus comment l'appeler d'ailleurs, l'outil de productivité.
Alors moi je dirais que en fait le but nous a permis de voir que encore une fois en fait Microsoft est vraiment en train de mettre l'employé au centre en fait de ses stratégies. Donc que ça soit les profils très techniques comme les profils plus métiers et qui justement interagissent on va dire avec les solutions data mais qui comprennent pas forcément la logique derrière, mais limite ils nous montrent en fait que on n'a pas besoin de la comprendre parce que déjà on a donc des profils des métiers qui sont spécialisés dedans. Mais ça ne nous bride pas en fait dans son interaction. Donc on parlait un petit peu plus tôt en fait de toute la partie base de données, le fait qu'on avait des documents qui étaient un peu dispatchés à droite à gauche, en fait ils te montrent qu'en fait on va pouvoir tout centraliser et faciliter justement l'accès au métier et l'exploitation de ces données. Et donc à la fin créer du business aussi derrière. C'est ça. Donc aujourd'hui Power BI était plus ou moins devenu un outil de productivité des métiers. Là on sent que la fabrique peut devenir demain un outil de productivité du métier aussi. C'est ça. Avec cet accès à la data. C'est ça. Mais mis à part, on va dire, l'axe data, il y a aussi, on va dire, l'axe un petit peu plus humaine. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils nous proposent des solutions qui vont pouvoir être notre assistant au quotidien. Ils nous proposent, en fait, donc le Copilot. Copilot, que ce soit même avec les plugins. Hein. Donc tout ça, en fait, ça permet vraiment d'avoir une expérience utilisateur centralisée sur une propre plateforme qui évite justement la perte de temps en termes de productivité, en fait, de basculer d'un environnement à un autre et de tout centraliser et d'être productif. Et c'est là où aussi, en fait, quand ils nous parlent aussi de la partie Copilot, mais pour Windows, ça nous montre aussi que, en fait, on va pas passer 2-3 heures à essayer trouver... On va le détailler celui-là parce qu'on l'a pas creusé. Juste pour finir sur les plugins, l'exemple qu'on avait là, qui était montré côté Microsoft, je suis dans Word, j'ai un contrat, j'ai mon copilot, donc j'ai toujours cette interface conversationnelle. C'est toujours un peu la même, dans tous les cas, la même UI. Et on sent d'ailleurs, on l'avait évoqué dans un épisode, qu'on est un peu aujourd'hui à l'ère du métabot, c'est-à-dire cette porte d'entrée unique, cette UX avec qui je sais bien interagir, qui va faire beaucoup de choses. Et du coup, je suis sur mon contrat Word, je me pose peut-être des questions parce qu'on n'a pas tous un juriste dans son entreprise où il est dur d'accès, etc. Et là, je peux potentiellement interroger un plugin spécifique formé sur de la donnée contractuelle. Alors, on peut s'imaginer, du moins avec toutes les informations qui nous ont été partagées, que justement, maintenant, les développeurs vont pouvoir créer en fait des plugins qui répondent directement à des besoins métiers. C'est ça. Mais des besoins métiers, peu importe le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une entreprise, qu'on soit spécialisé en fait dans la data ou qu'on soit spécialisé, je sais pas, en tant que commerçant, on peut se dire que, ok, aujourd'hui, j'ai besoin de telle solution, j'ai besoin d'être connecté à telle information et j'ai besoin que ça soit intégré dans Outlook, j'ai besoin que ça soit intégré dans ma production, on va dire, de livrables au quotidien. Et là, en fait, en un clic, tu as accès en fait, à un plugin personnalisé. Une connaissance métier. Voilà, une connaissance métier qui a sûrement été co-construit, du coup, avec des profils. Ouais, on peut imaginer. Alors, soit co-construit en interne, là, on peut imaginer qu'une entreprise très spécialisée sur son corps de métier dans l'industrie puisse avoir son plugin qui apporte une vision dans chaque sujet. Exactement. Ou un partenaire externe. Je paye le plugin d'une boîte, une entreprise spécialisée en juridique, qui a vraiment entraîné son chat GPT sur la donnée juridique, qui évite des dérives, parce que c'est ce qu'on va avoir peur. J'ai peur d'envoyer un contrat où ChatGPT répond bien, mais à peu près. Par contre, là, j'ai un plugin qui ne se trompe pas, parce qu'il est fait pour ça. Par exemple, Romain, un petit peu plus tôt, on parlait justement des métiers qui potentiellement seraient amenés à évoluer ou disparaître. Je pense que là, on a dû voir qu'il y a beaucoup de métiers qui seront menés à évoluer et qui vont être beaucoup plus transverses aussi. Juriste, c'est bon. Alors, pas les juristes. Pas les juristes. Non, en fait, les juristes, je pense que c'est comme le low-code. On a dit, le low-code, c'est la mort des développeurs. Non, le low-code, c'est plutôt les développeurs vont vraiment faire des trucs de développeurs, des choses compliquées et intelligentes. Et je pense que là, pour le juriste, c'est pas tout ce qu'on dit la mort d'un métier. Avec ça, je pense plutôt, le juriste, il va vraiment faire du travail de juriste. Il va pas passer 8 heures par jour à lire des docs. Il va pouvoir vraiment faire ce pourquoi il a fait des études. toujours à la même question. Alors, peut-être, un truc redondant, il va plus le faire. Il va pouvoir vraiment faire son métier et pas juste enchaîner. Par contre, moi, il y a un exemple qu'on n'a pas beaucoup parlé dans ce copilote que tu retrouves. On dit, là, parce qu'on est dit, on est dans Word, on est dans des outils Office. Moi, je pense à une population, on parle toujours de grosses entreprises qu'on oublie tout le temps. Les artisans qui travaillent avec des fournisseurs ou qui doivent revendre avec des grands groupes, je suis désolé,
t'es agriculteur, t'es pas juriste. Ouais. Et du coup, je me dis... T'as pas les moyens d'avoir un juriste non voilà. plus. Ou peut-être, par exemple... C'est pas comment avoir accès à un juriste. Ouais. Non, ou tous les T'as pas les artisans, ressources. les artisans qui voulaient faire relire leur contrat d'électricité pour rester un peu dans l'actu. Enfin, tu vois, c'est des choses qui rendent accessible à des gens. Ben voilà, aujourd'hui, demain, t'es Des artisan. professions libérales. Voilà, tes ouais, professions bien sûr. libérales, typiquement où tu montes ton business, tu montes ta petite boutique. Tu auras Et peut-être ben- ta marketplace Voilà, et demain, t'as un truc qui vient t'aider, en fait. M365 avec plein de C'est ça. plugins un peu professionnels C'est et ça. qui ira dire bah tiens je veux un truc qui m'aide à relire mes contrats. Mais Alors- non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'acheter un logiciel, tu peux le faire directement depuis le Mais back c'est office. justement, c'est une extension en fait de tout. C'est un peu comme Le les back nouvelles office. mises à jour. Ouais. En fait, c'est les nouvelles mises à jour d'une certaine manière. Avant, bah, quand tu parles des pack office, avant c'était par année. C'est ça. 2003, Ouais. enfin bref, chaque 2-3 ans, il y avait une nouvelle version qui était poussée. Aujourd'hui, on voit que les mises à jour sont beaucoup plus, on va dire, indolores. $1. Mais en plus de Toujours- ça, c'est qu'en toujours fait, vert. on voit que c'est vraiment une extension parce que là, tu le personnalises. C'est toi qui, en fait, en fais ce que tu veux. Oui. Donc, Tu adaptes finalement ta workplace, ton outil C'est de ça. productivité à tes spécificités parce que C'est tu ça. vas avoir À plus tes en plus besoins, ouais. de skills un peu c'est ça. qui vont venir via ces fameux plugins. Quoi. Exactement. Et donc, on peut s'imaginer, par exemple, bon, tu parlais plutôt, on va dire, dans l'environnement Power BI. Mais nous, enfin moi en tout cas on en tant adore que tous l'accent de consultante, Gaël. on est d'accord. Toi tu l'as jamais J'avais dit comme ça, jamais entendu, Benjamin. j'ai jamais dit. Ouais, je peux essayer. nous qui font beaucoup de production, on va dire, documentaire, hein, donc nous en tant que consultants plutôt fonctionnels et pas très techniques, dans ce cas de figure-là, nous on passe énormément de temps juste dans l'agencement et quand tu parlais en fait de mettre à disposition de l'information qui soit accessible et absorbable, ça nous prend, enfin en termes de temps de production, beaucoup trop de temps. Alors Ouais. qu'en soi, c'est l'information dans les phrases qui peut-être sont... Donc l'agencement esthétique, on peut y passer peut-être autant de temps que le C'est contenu sûr. en lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on dit toujours, hein, plus on veut faire beau, plus c'est Et cher. on peut imaginer pas mal de Exactement. choses. On peut imaginer du plugin CRGPD demain, c'est problématique qui embête les entreprises, sur l'impact environnemental, sur les normes, les règles à mettre en place. On peut imaginer, on a vu il y a une petite démo dans Teams où on avait un module Jira qui permettait finalement Ouais, d'interagir c'est pour ça. un métier, créer un ticket Ouais. facilement depuis Teams. Bah. C'est voilà, encore une application de Ouais. productivité. Tu amènes Jira dans Teams via un petit module. Non, mais même deux sujets d'actu, moi je vois très simple. Hein, là, sur la partie conception, l'éco-conception, faire valider un module que ta conception respecte les normes gouvernementales exactement. d'écologie, ou tout simplement faire passer à la moulette une conception applicative pour voir s'il y a des points sensibles en RGPD. Parce que globalement, c'est dur pour quelqu'un, même de notre métier, parfois Il y a d'identifier. des subtilités Ouais. quand même qu'on ne maîtrise Moi je pas. vois, tu vois, là, rien Ouais. que là, comme ça, boum. Ça, c'était. Donc, on le voit, un plugin, ça va être un sujet de développement. Oui. Et ça va Ouais. être un sujet, du coup, de productivité métier assez, je pense, important. C'est ça. Encore plus que le chat GPT, finalement. Parce que le chat GPT, jusqu'à maintenant, il était génératif. Donc, il envoyait. On lui envoyait une question, il nous répondait. Mais ça s'arrêtait là, en termes d'action. Et d'ailleurs, on commençait à voir sur le web le fameux Auto-GPT, qui était un modèle qui, lui, se créait ses propres actions. Les plugins, on sent, vont amener un certain niveau d'interactivité. Et il y a la partie, du coup, Windows, qui là était assez impressionnante aussi, Avec Copilot. Ouais. avec l'arrivée de Copilot sur Windows. Là, je suis sur mon desktop, normalement, pas forcément connecté à Internet à la base. Non. Et là, j'amène une IA connectée, ou entraînée, on imagine, sur Internet, directement dans Windows, et qui me permet, et c'est ça qui était encore plus fou, d'interagir avec mon Windows. C'était l'exemple C'est qui ça. était donné, c'était... Alors l'exemple qu'il nous avait montré en fait c'était juste un interface et je pense que c'était un développeur qui voulait en fait se focaliser parce que aujourd'hui effectivement on est tout le temps sur notre ordinateur donc avant je dirais que les anciens métiers peut-être tu pouvais être distrait en ayant une conversation avec quelqu'un, nous on est beaucoup plus on va dire à travailler à distance donc peut-être les échanges humains sont plus limités. Mais pour autant, on peut être quand même distrait parce que notre cerveau est conçu pour, d'une certaine manière. C'est ça. C'est-à-dire, on se dit, bon, on va travailler sur une tâche. 5 minutes plus tard, on se dit, ah tiens, il faut que je recherche quelque chose. Et puis, C'est sur ça. le même outil, tu vas aller sur Internet, Google, et tu fais ta recherche. Aujourd'hui, il te montre qu'en fait, directement avec ton ordinateur, tu peux lui faire des demandes pour faciliter en fait tout ce qui est productivité et donc la concentration au travail. Bah, c'était d'ailleurs ça la question. C'est j'ai besoin de me concentrer. Que peux-tu faire pour améliorer mon environnement de travail pour que je me Exactement. concentre mieux? Et il a du coup, ça a fait les choses En fait, toute seule en et, fait. et en fait, ça te fait des recommandations. De dire, bah tiens, je te mets telle fenêtre organisée, je C'est te, ça. je te C'est mets ça. en mode, un ne peu, pas te déranger, en mode sombre. Non, Attention, c'est aller au-delà de la recommandation dans Ça ce l'a cas-là. fait. Alors, ça fait les deux en fait.
c'est que non seulement, enfin du moins moi de ce que j'ai vu et ce que j'ai pu lire en fait après sur les docs, c'est qu'effectivement soit tu actionnes directement en fait ce que lui te met en avant. Donc par exemple en tant que développeur, je veux me concentrer sur mes lignes de code. Il me faut un dark mode parce que je pense que c'était l'exemple qui avait été mis en avant et directement en fait en un clic tout était prêt pour. Donc là le gros changement qui nous avait choqué avec Chara, c'est de voir qu'il te propose des actions en fait. C'est plus juste du texte et il te dit est-ce que tu veux que j'active le dark mode, t'as un bouton, tu cliques. Non mais c'est même aller au-delà, c'est que dans l'exemple, alors là on dit parce que si des développeurs nous voient ils disent c'est pas le dark mode en lui-même qui fait tout. Non, en vrai dans tout l'exemple en fait ils ont plein de choses, ils montrent que tout l'ordinateur a été réadapté, le focus, les couleurs, les fenêtres. Et par contre, en fait, il te montre que ChatGPT a la main sur Windows. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. Skynet a la main sur ton ordinateur. Moi, ça pouvait nous prendre 10 minutes à le trouver. Et même, ça nous prenait 10 minutes même en faisant la barre de recherche. Donc là, en fait, t'es en 2 clics. En fait, tout est un raccourci. 2 phrases. Donc bon, ça c'est grosse news quand même, l'arrivée de Copilot dans Windows avec la main sur Windows, c'est complètement fou, je trouve. Enfin, de savoir comment ils ont fait d'ailleurs, c'est ça, c'est exactement comment ils interagissent. Ce que je trouve qui est aussi, parce que là du coup ça ouvre un peu une porte à l'évolution future qui peut arriver, c'est qu'on se dit ok aujourd'hui, c'est vraiment on va dire sur des actions un peu au quotidien, mais imaginons en fait qu'on demandait à notre ordinateur d'avoir une approche beaucoup plus écologique à notre méthode de travail. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on se retrouve dans un environnement où plus personne n'a d'excuses. C'est ça. Plus personne n'a Tu d'excuses. savais pas quoi faire pour avoir moins d'impact dans ta manière de travailler. Normalement, ChatGPT, s'il est prévu pour ça, pourra Copilot, pourra te permettre de le faire. Donc ce ne sera plus d'excuses. Dernier point qu'on avait un peu... on va pas revenir là-dessus parce qu'on avait fait un épisode sur le Dataverse et je vais pas lancer Romain là-dessus sinon on va jamais s'arrêter. Mais il y a eu quelques annonces, notamment dans le Book of News là, sur Microsoft Mesh. Et ce qu'on a vu quelques vidéos, c'est comment demain ce fameux Dataverse. Métaverse. Métaverse. Au bout d'un moment, je t'interromps. Parce que je t'ai vu, au bout d'un moment, je vais lui dire. Métaverse. Il est tard, on travaille tard. Mesh comme comment ce métaverse, en effet, proposé par Microsoft, va peut-être interagir avec nous demain. Donc notamment, je suis sur Teams. On en a parlé déjà, les avatars aujourd'hui, possible. Et à un moment, peut-être que je vais dire, tiens, plutôt que se voir en face à face, on doit faire un atelier. Basculons dans ce Microsoft Mesh, je vais y arriver, et du coup je me retrouve dans le métaverse où on est plusieurs, on voit nos avatars, et on va peut-être pouvoir faire un atelier en immersif, du coup. Alors, 100% d'accord, mais bon, vu que moi je viens du métier, j'aime toujours recontextualiser en fait l'approche, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que, en fait, ça déjà c'est une solution qu'on voit qui est disponible sur Teams. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on voit que Microsoft, encore une fois, ils sont aussi dans cette dans cette logique d'unir en fait les collaborateurs, donc que ça soit en fait les corps de métier ou que ça soit les profils, mais on parle aussi d'unir en fait les métiers, peu importe leur géolocalisation par exemple. Aujourd'hui, on parle avec de nos outils qu'on utilise au quotidien, mais il y a aussi, on va dire, énormément de nouvelles entreprises qui se créent, qui est 100% à distance. Le contact humain, il y en a pas ou très peu. Et on sait que ça a aussi un impact sur le bien-être en fait des collaborateurs et par conséquent ça a un impact sur leur productivité et si on pousse encore plus loin, ça a un impact sur les entreprises parce que plus on s'investit en fait pour les métiers, c'est pour que eux aussi soient porteurs en fait de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc on voit qu'avec Mesh en fait ils sont en train de réduire un peu ces écarts là, c'est-à-dire que tout en maintenant l'hybride. Alors justement, c'est-à-dire que là, en fait, ils sont en train de répondre à, je dirais, 2 problématiques. C'est-à-dire vraiment cette problématique un peu du mode, pas une problématique, mais on va dire du mode actuel qui est vraiment le mode hybride, mais de ne pas perdre en fait cet aspect humain. Mais surtout aussi potentiellement alors c'est ce qu'on peut s'imaginer avec cette solution, c'est de s'imaginer en fait de créer des environnements 100% personnalisables. À la responsabilité de l'entreprise, bien sûr. Pour un besoin donné, dans un contexte donné, peu importe en fait où se trouve en fait leur travailleur. Et bon, c'est un peu, je sais que on a tous eu un peu le même raisonnement ou réflexe quand on a vu en fait les vidéos. Ça fait un peu game. Ça fait un peu jeu vidéo. Voilà, ça fait. C'est-à-dire que demain, peut-être dans le cloud, ce serait. Peut-être dans le cloud. Peut-être. Par contre, la news intéressante, c'est qu'ils l'ont rendu plus interactif. Avant, les anciennes démos qu'on a eues, tout le monde devait mettre son casque.
et son casque de 3D, et c'est parti. Là, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont montré très rapidement, c'est qu'en fait, vu qu'il y a la notion d'avatar qu'on se crée, donc les gens viennent dans une réunion, mettent les avatars ou la webcam, et tout d'un coup, si quelqu'un veut passer en mode mesh, il met son casque. Exactement. Donc, ceux qui n'ont pas de casque, eux, ils voient l'avatar, de la personne. Donc eux, ils interagissent comme dans une réunion Teams avec un avatar de la personne. Ils se retrouvent pas à avoir des mecs avec des casques parce que ça serait lamentable. Et par contre, à l'inverse, le mec qui a le casque, ce qu'il montrait, c'est que ceux qui avaient des casques pouvaient bouger dans la salle virtuelle, et les autres avaient leurs avatars qui étaient ils étaient dans une salle de réunion immobile. Toi, tu ne bouges pas, t'as pas de casque. Voilà. Non, mais en fait, ça résout le problème qu'on avait évoqué de se dire de ségrégation. Est-ce que vraiment on va se rendre dans le métaverse comme ça celui qui veut pas, il y va pas. Là, c'est un compromis qui t'est proposé. Tu peux y aller. Celui qui veut pas y aller, il y va pas. Voilà, il a son petit Wiimote qui bouge pas. Voilà. On va fermer là-dessus parce que je vois que le temps passe et c'est surtout si vous êtes encore avec nous. Si vous êtes encore avec nous, il nous reste quelques news quand même sur la partie Power Platform. Oui. On a vu dans le Book of News, on a vu que c'était pas de toute façon dans les témoignages, c'était pas la priorité de cet événement de la bulle. C'est vrai qu'on a raconté des choses qui n'ont pas été annoncées. Il y a des liens. On parle du Book of News principalement. Tu avais 3 sujets, les orchestrateurs, le dataverse et le catalogue. Alors globalement, on va ce que j'appelle l'orchestrateur, c'est qu'en fait, on n'a pas arrêté de parler des plugins, donc qui sont toutes ces choses qui s'utilisent partout. Côté low-code, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a déjà la culture du connecteur. Finalement aussi du plugin. On retrouve côté Logica. Et donc ce qui arrive enfin d'intéressant avec ChatGPT, c'est qu'on parle souvent de prompt, c'est le fait d'interagir, c'est un peu comme un chatbot, et du coup, en fait, on met une couche au-dessus. C'est-à-dire qu'on a globalement un ensemble de connecteurs, et donc de plugins, qui sont autorisés dans l'entreprise pour être utilisés, et on va pouvoir faire en sorte que du coup, quand on veut poser une question en low-code, il va pouvoir les exploiter. Donc il va y avoir une gouvernance, on les définit dans un environnement, sur une application, mais on peut faire une application qui utilise plusieurs connecteurs, et du coup, l'IA, le chatbot ou le copilote, va tous les exploiter en même temps. Donc ce qui résout les problèmes d'intégration, où on dit que finalement, aujourd'hui, la personne qui veut faire du ChatGPT rapidement, elle va être confrontée à des problèmes d'intégration de connecteurs interapplicatifs et tout. Toi, tu dis, nous, côté low-code, on en aura quelques-uns de validés et ça pourra aller interroger. En fait, ça rejoint aujourd'hui la logique des connecteurs disponibles dans un environnement pour faire une application. C'est ce qu'on met à disposition d'un utilisateur, suivant des règles de sécu, d'entreprise, est-ce que j'autorise ça ou pas. Et donc, c'est l'humain, quand il fait son appli, a un ensemble de connecteurs qu'il choisit pour faire son application. Ce que là, il nous montre, c'est que le copilote, lui-même, il a un ensemble de choses définies qu'il peut utiliser dans son application et dans son environnement, et il va exploiter le plein potentiel de tout ce qu'il a à dispo, comme un humain exploiterait le plein potentiel en choisissant. Donc ça, c'est super intéressant, ce côté orchestrateur, qui rejoint, quand tu parlais donc des plugins, moi je trouvais qu'il y avait un côté, peut-être un nouveau mot, l'IA as a service, comme on a les plateformes as a service, je dis peut-être qu'on fait de l'IA as a service, en fait. C'est ça la philosophie. C'est ça, c'est cool. Et moi, du coup, un mot que moi j'ai retenu, que j'ai entendu tout le temps, c'est orchestration. Et finalement, l'IA as orchestration, je sais pas comment on va appeler ça, l'accent allemand du soir. Orchestrateur as a service. Voilà, mais je trouve que ça c'est cool, c'est un vrai usage intéressant. Moi, le deuxième point, parce que je le passe un peu vite, il est tard, tout le monde fatigue, et on en reparlera plus de ça quand on aura plus d'infos. Moi, un deuxième double sujet qui concerne un peu le dataverse. Le premier, on a un peu rigolé dessus, le fait d'utiliser le langage SQL, le langage de requêtage des bases de données sur le dataverse. On en revient toujours. Mais justement, moi, c'est comme la mode en fait. Voilà. Mais moi je trouve ça super cool, et certains vont dire c'est un retour en arrière. T'en auras plus dans Fabric, je te le mets dans la Power Platform. Mais moi je trouve que c'est pas un retour en arrière comme certains vont dire. Moi je rappelle toujours le low-code, et je l'ai dit tout à l'heure quand on en parlait. Il y a plusieurs populations. Il y a une partie, le citizen developer, ou un peu plus évolué, qui va utiliser le modèle de dataverse, d'entité, de modèle driven, pour manipuler ces choses facilement. Et le SQL, quand pour la partie complexe, le SQL, on va pouvoir aller, et vu parce qu'un pro dev ira toujours plus vite avec une bonne requête SQL ou une bonne proxy. C'est un peu la philosophie de la Fabric, c'est que tu dois pouvoir faire à peu près ce que tu veux, mais si ça te facilite. Là, à l'inverse, il amène un peu de technicité. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'autre côté, c'est qu'on a parlé, il y a plein de modèles de données partout, arrêtez de répliquer, machin. Le dataverse, c'est vraiment aussi les utilisateurs qui ont le plus la main sur les données. Ça rejoint tout ce qu'on a raconté au début. Et donc, ils vont mettre en place, via des IA, via du copilote, des mécaniques d'hygiène et de santé des données dans du dataverse, qui est de la base très métier. Et donc ça rejoint tout ce que vous avez raconté au début. Donc je vais m'éterner de la ligne. Le fameux activator. Voilà, je vais pas plus longtemps dessus. Voilà. Et moi, le troisième point que je suis très content. C'est le coup de cœur.
c'est mon coup de cœur parce que en vrai, il était temps qu'ils en parlent. Parce que disons que nous ayons une certaine relation avec MS, on le sait depuis très longtemps. Et en tout cas, on veut le voir, on veut voir la version finale. Qu'est-ce que c'est ? Le catalogue d'applications Power Platform d'entreprise gérées et pilotées par l'entreprise. Au début de la séance, ne tape pas sur la table. Ne tape pas. Non, mais oui, un vrai App Store. Un vrai App Store d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un enfer. On doit tous développer des surcouches adaptées. On doit tous faire du sur-mesure. Mais tout le monde le veut. Et là, on va avoir un vrai App Store. Donc, j'en parlerai pas trop parce que je pense qu'on en fera un vrai sujet quand on l'aura creusé. Quand il ira sorti. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être plus creusé avant d'en parler. Et c'était un vrai besoin. Mais ce Microsoft nous le tease côté ESN, côté MVP, côté tout le monde nous le tease depuis tellement longtemps. Voilà, moi je me rappelle de janvier 2022. On est en mai 2023. Voilà, même avant, je crois. Le portail, tu te rappelles le portail, il était même en 2019, mais en 2022 déjà, il commençait à nous montrer des choses en disant « Ah, c'est pour bientôt !» on est en 2000... la fiscalité. Voilà. En attendant, il y a 2000 apps chez mon client qui ne sont pas classées. Et donc, on a tous trouvé des solutions temporaires pour avancer dessus, donc ça, c'est super cool. Voilà, c'est le truc qui m'a fait plaisir. En vrai, je n'en dis pas grand-chose, mais en tout cas, qu'ils en parlent à une build, parce que nous, quand ils nous en parlent à nous, quand on rencontre et qu'on discute avec les architectes, les machins, en fait, c'est du top secret et on n'a aucune info. Moi, de mon point de vue, quelque chose que Microsoft présente à la build, ça veut dire que ça arrive dans la fiscale. Et ça, c'est rassurant. Et ça veut dire grand max 1 an. Généralement, c'est 6 mois, max 1 an. Donc ça veut dire, voilà, on envoie le bout. Ouais. Voilà, on a de la visibilité. Beaucoup de choses sont en public preview. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent, soit ils nous annoncent du Global Availability. Au moment où ils disent c'est déjà accessible, il y a la doc, ou alors c'est bientôt. Typiquement, typiquement ce qu'ils ont fait en intro pour Copilot X, quand ils ont fait la coup pour ceux qui n'ont pas suivi, mais globalement, ils montrent Copilot X. Je te voyais, t'avais ça pétillait dans les yeux, et tu vois le présentateur et qui fait toi tu as. Alors au fait, je vous l'ai pas dit, mais tous les gens présents pendant les 4 jours, ils ont un Copilot X offert. On était présents aussi. Et du coup, tu vois... C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est... On va finir là-dessus, parce qu'on a dit pas mal de choses. Double émission, du coup. Ouais, double émission. Et il nous en reste encore plein. Là, globalement, on a cité peut-être 10% des news les plus importantes. Il y en a plus de 50 annoncées. Par exemple, on en parlera peut-être pour l'épisode 4, mais c'est l'arrivée de Bing dans ChatGPT, la version publique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout dans la stratégie. On en parlera, je pense, sur l'épisode 4. Et peut-être pour résumer et terminer, c'est qu'elle était assez impressionnante, cette keynote quand même, parce qu'il y avait un vrai effet d'annonce qui change de l'habitude. D'habitude, on vantait un peu à Google le côté innovation de l'annonce et tout. Là, on a été assez impressionnés du côté show, et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça à regarder à plusieurs la keynote en live et à sentir qu'il va y avoir du gros. Et il y a eu du gros. Et ce qui était fou aussi, c'est sur l'annonce, c'est que Microsoft, quand il vous montre toutes les ruptures technologiques qu'il y a depuis 100 ans, qui vous disent que la dernière grosse rupture, c'est l'iPhone en 2007, et qu'aujourd'hui, c'est eux avec OpenAI. Là, ils imposent un style en disant la rupture, c'est eux cette année. Qui l'amènent. On reprend le flambeau. 10 ans, on reprend le flambeau de l'innovation. Et assez impressionnante cette image, elle nous a marqué en disant ah ouais, là, ils pèsent sur le marché, ils le savent, et ils sont en train de mettre dans les bouquins d'informatique le futur graphe qu'on verra partout, qui est de dire ChatGPT, c'est maintenant. Alors moi, il y a un truc quand même qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ont enfin reparlé d'un de nos petits chouchous que j'ai, Nuance, la société qu'ils ont reprise, spécialiste de la voix, qui se croise avec OpenAI, spécialiste de l'IA, et donc, en fait, ils nous ont sur la santé. Et d'ailleurs, il y a eu un petit teasing qui disait, sans trop en dire, un peu les teasings mystérieux, un teasing mystérieux à la MCU, où ils te montrent des gens fin fond dans des pays parfois un peu, où c'est un peu plus compliqué d'avoir accès à des informations sur comment marche mon gouvernement, et on voit des gens qui parlent, C'était la post-scène. La post-scène où tu vois des gens parler à leur smartphone et lui demandant aide-moi à remplir les papiers administratifs de telle province. En Inde. Alors là, c'était en Inde. Ça répond dans le bon dialecte.
C'est ça. avec la bonne voix Oui, ça orale. traduisait par rapport au dialecte qui était utilisé. Et quand tu sais qu'il y a tellement de pays dans le monde qui ont plusieurs dialectes locaux et qui compliquent l'administratif, Ouais. tu fais, Ça, c'est fou. gros Parce que teasing. Et alors peut-être que d'ici demain, il y aura plus d'infos et qu'on sera un peu en retard. On en reparlera la prochaine ça, fois. j'ai Mais t'as trouvé ça raison. dingue. Il y a eu une ouverture un peu Ouais. sur c'est quoi l'avenir. On est en train de l'amener, mais on vous en dit pas Mais trop. ils- En tout Qui cas, était ils un ont peu- fait une vidéo. qui Ils était ont un- fait- Ils en ont fait une Ils ont fait une vidéo vidéo qui a duré. Ouais. plusieurs minutes. C'était un peu à la Marvel. Là, c'est Ouais. Thor avec son Mais- avec son marteau au fond du Mais cratère. il n'y avait rien, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait rien, c'est Non. juste. Mais tu vois, ce Ouais. que je trouve qui est très joli justement en fait dans cette vidéo, et même ça montre en fait la stratégie de Microsoft, c'est qu'ils sont en train d'atteindre même Ouais. des personnes qu'on pense qui ne sont pas C'est ça. atteignables. Ouais. Grâce à C'est l'IA, La ouais. techno Ouais. accessible C'est-à-dire à que là, tous via un maintenant, smartphone. Tout le monde est concerné. Et- Tu sais pas écrire, tu sais peut-être pas lire, mais C'est tu pas sauras grave. peut-être mettre le vocal sur ton Bing ou ton chat Exactement. GPT. Et c'est là l'annonce quand ils se disent qu'ils veulent créer une vraie révolution, en fait, c'est là, ils se disent, aujourd'hui, ils veulent faire tomber la barrière de la langue au niveau de la planète. C'est une ambition et une prétention folle. Donc, C'est- ils sont très C'est attendus. plus impressionnant que le OneDrive de la data. C'est sûr. Ah, désolé, on a cassé toute On l'intro. va se Même le quitter là-dessus. CI/CD Power BI, c'est Non, l'info importante, Benjamin a chanté en direct. C'est ça. Dans les bonus, il y aura la On l'a pas chanson reconnu. de Benjamin. On la prépare pour la fin de l'année. le One Lake, One Drive. On espère que ça vous a plu. C'était un épisode spécial. C'est la première fois qu'on fait ça sous ce format. Il y avait suffisamment d'annonces pour faire du live et on n'a pas été déçus. On avait peur qu'il manque un peu de choses, mais c'était assez complet. Un format peut-être 1h30, je vois, donc vous aurez le temps de l'écouter tranquillement ce week-end, pendant les vacances, cet été, quand vous voulez. On fera d'autres épisodes spéciaux si ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de commenter, de donner vos impressions sur ces news. C'est important pour nous aussi pour alimenter les débats d'experts et c'est un peu ce qu'on aime, de partager la chaîne. C'était les têtes dans le cloud. On avait des nouveaux collègues et co-animateurs qu'on retrouvera également certainement sur les prochains épisodes en essayant de faire tourner un peu ces visages et ces voix. Et du coup, on vous dit à très bientôt dans les têtes dans le cloud. Merci. Merci.